Bienvenue du coup au Liotopie pour cette première soirée de conférence. En fait, je voulais attirer votre attention sur un petit atelier qui a eu lieu juste avant cette conférence. À 16 h, on a fait un goûter équitable et bio. Donc, vous pouvez le voir sur la table, on a fait des petits biscuits aux flocons d'avoine, on a fait des petits nounours à l'amande, on a fait des petits gâteaux au chocolat, etc. Donc, vous êtes invités très cordialement à y goûter. Et puis, si jamais ça vous plaît, il y a les recettes qui sont là. Et il y a aussi une petite boîte d'œufs qui est la boîte à gling gling où vous pouvez mettre une pièce si jamais vous en avez envie. Voilà. Et puis, je laisse Nicolas enchaîner et bonne conférence à tous. Voilà. Merci. N'hésitez pas parce que moi j'ai déjà goûté et c'est super bon. Donc pour ceux... Bonjour. J'ai pas encore commencé, j'allais commencer donc allez-y, bonjour. Bonjour. Donc pour ceux qui me connaissent pas, et il y en a peut-être peu, il y a quelques têtes que je connais pas. Pour ceux qui me connaissent pas, donc, je suis Nicolas Duraca, je suis doctorant à l'Université de Blaise Pascal dans un groupe de recherche qui s'appelle Communication et Solidarité, où on s'intéresse particulièrement aux questions d'économie sociale et solidaire, d'innovation sociale, qu'on lie aux sciences de l'information et de la communication, pour une grande majorité des chercheurs du laboratoire. Alors ce soir, je ne vais pas particulièrement parler de communication, même si c'est mon domaine de prédilection. Je suis normalement censé être spécialiste de communication, mais je ne vais pas en parler ou très peu. Je vais parler plus d'économie sociale et solidaire, encore plus d'économie solidaire, et encore plus de pratiques d'économie solidaire. Je vais commencer par quelque chose d'assez simple. Alors, je vais être épaulé largement par Geoffrey et par tous les membres de Liotopie et tous les gens qui vont se reconnaître dans mes paroles aussi, qui pourront avancer des éléments pratico-pratiques eux aussi. Mais avant de commencer de parler peut-être un petit peu d'aspect théorique et historique, je vais vous poser une question assez simple que je pose toujours quand je commence des conférences. C'est pour vous, qu'est-ce que c'est que l'économie? Parce qu'on a plein de présupposés. On a tous des présupposés sur à peu près tout dans la vie, mais peut-être encore plus en termes d'économie. Et du coup, moi, ça m'intéresse toujours de savoir qu'est-ce que vous mettez, si je vous demandais de mettre quelques mots derrière ce gros mot économie. Qu'est-ce que vous metteriez comme mot? Anti-gaspillage. Gaspillage? Anti-gaspillage. Anti-gaspillage. Économie, alors je parle bien d'économie. Oui. Anti-gaspillage. Ok. Autre mot? Partage des ressources. Partage des ressources. Savoir gérer les comptes. Gérer les comptes. Ouais, en fait. D'autres mots? Politique. Politique? Ouais. Économie politique ou juste politique? Juste politique. Ok. Autre chose? Moi, je pensais à l'étymologie, peut-être, la gestion de la maison, Ouais. du foyer, peut-être. Ouais. Ça, c'est intéressant. Écosse. Ouais. Équilibre. Équilibre. C'est bien, on sent qu'on est avec des étudiants. Le niveau est un peu plus haut que d'habitude. Autre chose? L'offre et la demande. Offre et demande? Ça c'est bon. Offre et demande, et j'ai entendu un autre mot. Argent. Ouais. Transaction. Transaction. Là, vous commencez à m'intéresser. Paradigme. Échange, paradigme, échange. Mondialisation. Monnaie. Marché. Ah, marché. Je vais vous arrêter là parce que là on a largement ce qu'il faut pour que je puisse vous dire qu'au début vous partiez plutôt bien et que vous avez fini en apothéose marché. Dès qu'on parle, de toute façon, dès qu'on parle d'économie, que les mots qu'on met derrière l'économie, c'est argent, transaction, monnaie, offre et demande, marché, là, on est pleinement dans un paradigme de marché, un paradigme économiste, un sophisme économiste,
c'est-à-dire une représentation complètement fausse de ce qu'est l'économie. Quand je vous dis fausse, c'est que c'est effectivement complètement faux de penser que l'économie n'est que le marché. Sauf que ça, c'est ce que tu disais quand tu parles de paradigme, c'est qu'aujourd'hui le paradigme de l'économie qu'on nous rabâche depuis qu'on est gamin, et qu'on nous rabâche en cours d'économie quand on a fait seconde éco, première éco, terminale éco, et qu'après éventuellement on va à la fac d'éco, c'est l'économie de marché. Il n'y a que cette économie-là qui est une seule et unique forme de marché. C'est une forme très particulière, le marché, qui est ni plus ni moins qu'une forme de gestion et d'allocation des ressources qui est gérée par l'offre et la demande. Hein, voilà, ça c'est les cours d'éco. Mais derrière l'économie, quand on parle de gestion des ressources et d'offres et de demande, on se limite qu'à l'économie de marché. Or, et ça c'est un anthropologue qui l'a dit, en 1944, quand il écrit la Grande Transformation, Karl Polanyi, il explique que de manière ancestrale, l'économie n'a jamais été uniquement que l'économie de marché, c'est-à-dire un système de régulation par l'offre et la demande. Lui, il dit que de manière ancestrale, toujours ce qui s'est passé dans l'économie, c'est 4 formes, 3 formes importantes. La première, et ça, tu l'as dit tout à l'heure, c'est la gestion domestique, l'administration domestique du foyer. Ça, c'est la première forme d'économie qu'on connaît, que tout le monde connaît, que tout le monde pratique. Vous faites tous, voilà, les petits gâteaux qui sont là, ont produit une forme d'économie qui est liée à une activité domestique et qui n'est pas régulée par l'offre et la demande. On n'est pas dans une histoire de marché. Et là, en plus, encore plus, quand vous avez un prix libre, c'est-à-dire que vous pouvez donner ce que vous voulez, on n'est absolument pas lié à un système d'offre et de demande. On est dans une économie domestique, une production domestique qui n'est pas du tout liée au marché. Autre forme d'économie que Karl Polanyi nous explique, qui existe depuis très longtemps, et qui existe toujours encore plus dans certains pays, et notamment les pays socialistes, les vrais pays socialistes, c'est la redistribution. C'est-à-dire quand un État central a le pouvoir de collecter, sous forme d'impôts, on va le connaître comme ça chez nous en Europe, sous forme d'impôts, collecter et redistribuer ensuite, normalement, de manière équitable. Alors, on parle de redistribution, on a donc une deuxième forme d'économie. D'accord ? Et la troisième forme d'économie, la quatrième sera le marché, qui existe bien, hein, bien d'accord, on ne le nie pas. Mais la troisième forme d'économie, qui est peut-être l'économie la plus importante et qu'on valorise le moins, en tout cas quand on parle d'économie de marché, c'est la réciprocité, la mutualisation, l'échange, don contre don. Tout le monde a déjà fait du troc dans sa vie. Quand on fait du troc, on ne parle pas d'offre et de demande. On ne parle pas de régulation, on ne parle pas de monnaie fiduciaire comme on a l'habitude d'en parler quand on parle d'euros par exemple. Là, on va parler de temps quand on parle des accorderies, notamment. Les accorderies fonctionnent là-dessus. C'est-à-dire qu'on donne 1 heure de son temps avec sa compétence particulière. C'est-à-dire, moi, je sais faire de la guitare, donc je donne 1 heure de mon temps en cours de guitare et j'aurai le droit à 1 heure de cours de cuisine ou 1 heure de je ne sais quoi. Voilà. Donc là, on change complètement la relation à la monnaie fiduciaire. On n'est pas dans une relation de marché, on est dans une relation de don contre don, d'échange régulé par une autre forme de monnaie. Et cette forme réciprocitaire d'économie, la réciprocité, la mutualisation, l'échange, c'est une des formes principales que l'on connaît dans l'économie, notamment solidaire. Ça, on y reviendra. C'est une des formes principales qui doit être mise en avant par une autre forme d'économie qui repense le paradigme de marché. D'accord ? C'est-à-dire sortir de cette idée préconçue qu'on a tous et qu'on nous véhicule tout le temps à longueur de journée, notamment par les médias, qu'il n'existe que la croissance. C'est bon, la croissance repart. Vous inquiétez pas, il y aura de l'emploi puisque la croissance repart. Le PIB, il est calculé que
sur une forme de production qui est régulée par un marché. Voilà. On ne prend pas en compte ce que mamie fait dans son jardin et la soupe qu'elle fait et qu'elle donne à ses petits-enfants. Comme ça, ils n'ont pas besoin de dépenser de l'argent au supermarché et ils vivent un peu mieux parce que c'est meilleur aussi. Ça, le PIB, il s'en fout. Il ne le prend pas en compte. Sauf que le bien vivre, il passe par ça aussi. Donc le bien vivre, lui, il n'existe pas dans le PIB. Voilà. Par contre, la réciprocité, les formes d'échange et de mutualisation, ça, c'est quelque chose qui est important pour nous tous. Et le PIB, il ne le prend pas en compte. Donc on va en parler un peu plus précisément. Qu'est-ce que c'est que ces formes réciprocitaires et qu'est-ce que ça veut dire dans une forme d'économie sociale et solidaire. Mais du coup, on a parlé d'économie, je vous dis économie sociale et solidaire, réciprocité, mais avant d'aller un peu plus loin sur ces aspects réciprocitaires, il faut être conscient que quand on parle d'économie sociale et solidaire, on parle bien d'économie sociale et d'économie solidaire. Souvent en France, on parle d'économie sociale et solidaire, on met ça ensemble. Alors c'est peut-être des mots connus pour certains, moins pour d'autres, mais quand on parle d'économie sociale et solidaire en France, on ne fait donc pas de distinction. On parle d'un gros ensemble d'économie sociale et solidaire. Sauf qu'historiquement, c'est encore une fois quelque chose qui est faux de parler d'économie sociale et solidaire comme un ensemble cohérent et complémentaire. Pour vous le faire assez court, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que quand on parle d'économie sociale, on revient au XVIIIe siècle, quand à l'avènement du capitalisme, c'est-à-dire effectivement l'apparition d'une économie de marché, régulée par une offre et la demande, et des manufactures créées de toutes pièces par un ordre bourgeois qui s'accapare le pouvoir au détriment d'une noblesse et donc d'un ancien régime. D'accord ? On passe à une économie capitaliste, qui, cette économie capitaliste au XVIIIe siècle, à son avènement, qu'est-ce qu'elle fait? Exode rural, elle amène des gens en ville, parce qu'elle crée des ateliers urbains, de l'industrie, tout ça. Okay. Mais quand ces gens arrivent en ville, il n'y a forcément pas assez d'emplois pour eux. Donc déjà, il y en a une partie qui est déqualifiée, et celle qui a la possibilité d'avoir accès à de l'emploi, accès à de la rémunération, souvent, c'est très faible parce qu'il n'y a pas de régulation étatique à ce moment-là. Donc au XVIIIe siècle, quand le capitalisme arrive avec ce capitalisme ce qu'on appelle le paupérisme ouvrier. C'est-à-dire, en gros, une bonne majorité des gens qui se retrouvent dans une grosse galère parce que de toute façon, il y a une minorité qui s'accapare le pouvoir, et le pouvoir de production, par une économie de marché qui est complètement créée artificiellement, et la majorité qui se retrouve dans une situation très compliquée parce qu'elle a quitté la campagne qui lui permettait de vivre, elle se retrouve en ville et elle subit complètement de point de vue ce paupérisme ouvrier. Donc qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Automatiquement, les gens en réaction s'organisent. Ces ouvriers qui se retrouvent dans des situations très difficiles économiquement s'organisent et créent ce qu'on appelle des coopératives de consommation ou des coopératives de production. Beaucoup plus de consommation au départ. C'est-à-dire qu'ils se regroupent ensemble pour avoir les moyens d'acheter des moyens de survivance. D'accord ? Donc ils créent des coopératives de consommation. Puis après des coopératives de production pour essayer de sortir de cette aliénation liée aux bourgeois propriétaires des moyens de production. D'accord ? Et donc, assez vite, ces coopératives qui sont créées par ces ouvriers-là, donc cette économie sociale, elle a une dimension très philanthropique qui se développe. Philanthropique, ça veut dire qu'en gros, qu'est-ce qui se passe? On se retrouve, on se lie à ce moment-là, juste pour arriver à s'en sortir. On ne se pose pas la question de comment on fait pour changer ce modèle qui est en plein avènement. On essaie juste de se lier, et il y a une dimension très religieuse. Alors, je vous passe les théoriciens de tout ça, le Play, du Noyer et tout ça, qui ont vraiment autour d'eux et de leur théorie une dimension très religieuse. C'est très philanthropique, c'est aide ton prochain. Donc on se retrouve ensemble pour s'aider, s'épauler, aider son prochain. Et se développe à ce moment-là une économie sociale qui perdure encore aujourd'hui à travers nombreuses coopératives et associations, mais qui a une dimension très philanthropique. Les Restos du Cœur. Les Restos du Cœur, c'est ça. On est dans une dimension philanthropique. On ne se pose pas la question plus que ça de se dire mais pourquoi il y a des gens qui crèvent la dalle dehors?
On crée une association citoyenne et on fait ce que l'État ne fait pas. Et du coup, l'État il est tranquille et il y a des gens qui se tuent la tâche tous les soirs pour aller donner de la bouffe à des gens qui en ont pas. Mais demain, ils n'en auront pas plus. Parce qu'on ne se pose pas la question de comment on fait pour que demain, ils en aient. Non, on leur donne des moyens, ce qui est très louable. Et cette dynamique philanthropique, vous voyez bien qu'elle a une dimension religieuse qui n'amène pas le changement. Voilà pourquoi, au même moment, quand je vous ai parlé au XVIIIe siècle de l'avènement du capitalisme, du paupérisme et du développement de l'économie sociale, s'est développé ce qu'on appelle l'associationnisme ouvrier, qui est complètement différent de l'économie sociale. Et l'associationnisme ouvrier, ça a vraiment été se mettre en relation, non pas pour trouver des moyens de survivance et arriver à s'en sortir ensemble. Non, ça a été se lier pour développer une volonté politique de changement. C'est-à-dire, dès le XVIIIe siècle, l'associationnisme ouvrier, qui ne s'est jamais revendiqué de l'économie sociale, il a tout de suite dit, nous, ce système-là, ce système capitaliste où les moyens de production sont concentrés dans les mains de très peu, on n'en veut pas. Donc, politiquement, on se lie et on crée des associations pour lutter contre un modèle qu'on ne veut pas. Ce qui est complètement différent de l'économie sociale. D'accord ? Mais à ce moment-là, c'est l'associationnisme ouvrier qui se développe jusqu'en 1848. En 1848, pour vous dire à quel point c'est complètement différent de l'économie sociale, parce qu'en 1848, quand cet associationnisme-là s'est développé, et que le poids politique de cet associationnisme s'est suffisamment développé pour mettre en défaut un modèle, c'est-à-dire pour que le capitalisme se sente acculé, et que l'État doive choisir entre un modèle dont l'avènement était en cours, c'est-à-dire le capitalisme, et l'associationnisme ouvrier qui était en train de se développer en lutte contre ce modèle-là, l'État, il a fait le choix d'appuyer le capitalisme et de réprimer durement et violemment, c'est-à-dire que c'était des milliers de gens qui ont été tués dans des manifestations dans les rues parce qu'ils luttaient politiquement pour l'avènement d'une coopération et d'une association ouvrière contre un modèle qui est un modèle capitaliste. 1848, c'est fini. Tout le monde à la maison, de toute façon, ceux qui sortent, on les bute. Je dis ça violemment, mais en gros, c'est ça, c'est ce qui s'est passé. Donc du coup, à ce moment-là, fini, l'État, en 1848, décide d'appuyer politiquement le capitalisme. Et ça se développe jusque dans les années 40, où là, on arrive à la rupture keynésianisme. Le keynésianisme, c'est clairement avouer que l'État décide de développer une économie à deux têtes, c'est-à-dire une économie de marché, d'accord ? Le capitalisme, l'économie libérale, qui développera ensuite, et une économie qui est appuyée par l'État, par la redistribution, pour pallier au manque du marché. D'accord ? Ça, jusqu'en 1940. 1848, on a réprimé l'associationnisme ouvrier. En 1940, on arrive à l'état keynésianisme. Jusqu'à là, finalement, il ne s'est pas passé grand-chose. L'associationnisme, il n'existait plus, on ne voulait plus le voir, il n'existait plus. D'accord ? Et quand la rupture keynésianisme a lieu, le keynésianisme a lieu, et que l'État valide complètement sa relation au marché, d'accord, se réactive l'associationnisme ouvrier. En réaction à cette liaison entre l'État et le capitalisme, entre l'État et la bourgeoisie propriétaire des moyens de production, se réactive l'association des ouvriers en disant non, c'est pas possible, on ne veut pas de ce modèle-là. Et ça se développe dans ce qu'on appelle les nouveaux mouvements sociaux, qui vont exploser en 1968 grâce aux étudiants. Et les nouveaux mouvements sociaux, c'est quoi ? C'est le féminisme, c'est l'écologisme, ce qu'aujourd'hui on appelle le développement durable. Ces mouvements sociaux-là sont liés d'une nouvelle forme d'associationnisme. Et c'est à ce moment-là, à partir de ces mouvements sociaux-là, c'est une nouvelle forme d'associationnisme, dans les années 60-70, que certains théoriciens, dont Jean-Louis Laville, qui est le plus connu, ont développé le concept d'économie solidaire. Donc vous voyez qu'il y a eu une économie sociale qui s'est développée à partir du XVIIIe siècle, une dimension très philanthropique, on aide son prochain, et qui existe encore aujourd'hui. C'est les Restos du Cœur, c'est beaucoup d'associations, voire même des coopératives. Et une économie solidaire qui est liée à un associationnisme ouvrier, qui
qui a été réprimé une première fois en 1848, qui a été réactivé dans les années 60 par la crise économique, la rupture keynésianisme, et qui aujourd'hui, dans cette économie solidaire, a une dimension liée à l'associationnisme ouvrier très politique. Une volonté réelle de transformer le modèle. On ne veut plus d'un modèle basé uniquement sur l'économie de marché, on ne veut plus d'un libéralisme sauvage, et on veut encore moins pallier à ses faiblesses, comme ce que fait l'économie sociale en règle générale. On ne veut pas pallier aux faiblesses, on ne veut pas être le bout-de-trou du capitalisme, on veut changer le modèle. D'accord ? On fait bien la distinction entre économie sociale et économie solidaire. Une économie sociale plutôt philanthropique et une économie solidaire plutôt politique, qui a une dimension politique et démocratique forte. Alors c'est là, du coup, que ça commence à être intéressant, parce que cette économie solidaire a des pratiques qui sont bien particulières et bien propres à elle, qui la distinguent profondément de l'économie capitaliste classique ou libérale classique. Ok ? Ces pratiques-là, elles sont basées, et on va en voir des détails après avec ce que fait ici l'Utopie, ou ce que font d'autres associations qui ont cette dimension politique. Il ne faut pas avoir peur du mot politique, il n'y a pas de mal. Cette dimension politique, elle est liée à une volonté de créer ce qu'on appelle un espace public de proximité. C'est-à-dire créer une forme de débat interne à l'organisation, comme ce qu'on va avoir assez vite, j'espère, comme ce qui se passe tous les jours ici, comme ce qui se passe de nombreuses fois dans les organismes de l'économie solidaire, c'est-à-dire une dimension démocratique, une délibération. On ne prend jamais une décision, moi tout seul, parce que je suis le chef et que je suis meilleur et que je suis charismatique et que je parle mieux que les autres, et que je suis un homme et que les autres c'est des femmes, que, voilà, toutes ces conneries-là. Excusez-moi du mot, je me suis emballé. Tout ce que nous vend généralement le modèle libéral très vertical, ça n'existe pas normalement dans un modèle démocratique et délibératif en économie solidaire, puisqu'il est basé sur des principes démocratiques, un homme, une voix. Ça, c'est probablement les pratiques qui sont les plus importantes si on parle d'économie solidaire, si on parle d'une dimension politique, et si on parle de la création d'un espace public de proximité, c'est-à-dire vraiment d'un espace de délibération. On est tous en commune compétence capables de faire nos choix collectivement. Il n'y en a pas un qui est meilleur que les autres. Il n'y en a pas un parce qu'il est formé pour, qui doit prendre la décision pour les autres. Il n'y en a pas un parce qu'il a été élu, ce qui est peut-être encore pire, qui doit prendre des décisions pour les autres. Non, la démocratie, c'est la délibération. Et c'est encore plus quand on parle de pratiques en économie solidaire liées à la transformation politique, la construction des désaccords. C'est-à-dire, on sort même de l'idée qui est très répandue, notamment dans l'économie sociale, qu'il faut aboutir à des consensus. Il faut tous se mettre d'accord, on va en discuter, on va faire un consensus pour qu'on puisse prendre des décisions tous ensemble. Sauf que les pratiques d'économie solidaire sont très souvent liées, normalement, dans une dimension transformatrice, à des lignes de fracture, des désaccords, des conflits. Le conflit est profondément démocratique. Parce que ça veut dire que, ça c'est important, et je pense que vous aurez des initiatives dans vos structures à vous, mettez-vous dans la situation d'une prise de décision collective. Si moi, parce que je manie bien la langue française, que c'est mon boulot de parler, donc du coup c'est encore plus facile quand je suis en collectif de parler et d'utiliser les bons mots, je vais rhétoriquement pouvoir prendre le dessus sur quelqu'un d'autre, d'accord ? Et s'il n'est pas d'accord avec moi, de toute façon au bout d'un moment, puisqu'il faut qu'on arrive au consensus, lui va se taire pour le bien et l'intérêt collectif. Et il va se taire pour qu'on arrive au consensus. C'est pas pour autant qu'il est d'accord avec moi. Mais il va se taire pour arriver au consensus. Alors que si on se dit, on a le droit de pas être d'accord, c'est pas pour autant qu'on peut pas prendre des décisions. C'est pas pour autant qu'on peut pas tester des choses. C'est pas pour autant qu'on peut pas prendre des pistes. Mais il faut accepter qu'on ne soit pas d'accord. Et qu'il y ait des lignes de débat et de fracture entre nous. Et c'est ça. C'est une très bonne chose.
Ça, c'est profondément démocratique. Et quand on arrive à des situations où on accepte nos désaccords et on accepte de ne pas être en accord et de ne pas arriver à un consensus, mais à faire vivre des lignes de désaccord, là, on est démocratique. Et là, on fait vivre ce que moi j'appelle, ce qu'appelait Spinoza, les passions gays. C'est-à-dire que c'est là qu'on devient passionné. C'est quand on n'est pas d'accord, qu'on a l'espace de débat, qu'on peut débattre, qu'on peut se friter un petit peu, quoi. C'est là que ça devient intéressant, parce que sinon, si on peut pas rentrer un petit peu en conflit, si on peut pas avoir des débats passionnés, ça sert à rien de se mettre en association et de se retrouver le soir à 10h, parce que des fois on a autre chose à faire, on peut aller boire des coups avec les copains, mais si on se retrouve le soir à 10h, c'est pas pour qu'il y ait un mec qui décide à notre place, parce qu'il a une rhétorique plus forte, ou parce qu'il y a un moment ou un autre, il faut baisser la tête. Non, c'est bien d'avoir de la passion, de l'envie, et de pouvoir avoir de l'énergie pour débattre. Puis bon, quand on n'en a pas, on n'en a pas, mais au moins le débat il existe. Ça c'est peut-être la chose la plus fondamentale, c'est-à-dire les modes d'organisation démocratique. Quand on parle de pratique d'économie solidaire, c'est peut-être la chose la plus fondamentale et la plus importante, qui est très peu usitée, très peu utilisée dans les organismes de l'économie, notamment solidaire, encore plus d'économie sociale et solidaire. Associations, coopératives, mutuelles, SIC, ainsi de suite. Ok ? Alors j'invente rien, hein. Je dis ça, parce que là j'ai commencé à parler des pratiques, j'invente rien. C'est des choses qu'on a développées avec des gens d'Amiens, dont vous avez la thèse d'Emmanuel Besançon qui traîne par là. L'Institut Gaudin, c'est un institut de transfert en pratique solidaire qui est situé à Amiens, qui était dirigé par Nicolas Chauchois. C'est des gens qui travaillent particulièrement sur les pratiques de l'économie solidaire. Vous avez aussi ce bouquin-là, vous pourrez feuilleter, de Madeleine Hersan, qui est très bien sur l'économie solidaire en pratique. Et vous retrouverez des choses que je vous dis là aussi. Donc du coup, on est d'accord que ça, c'est la chose la plus importante, le mode d'organisation démocratique et la création d'un espace public de proximité sur la délibération, c'est la pratique probablement la plus importante. On fait le moins, mais qui est la plus importante. Ok ? Autre pratique importante quand on parle d'économie solidaire, vous allez, j'espère, vous y retrouver aussi, c'est parler d'inscription territoriale. En gros, quand on parle d'économie sociale et solidaire, encore plus d'économie solidaire, on parle d'une économie qui n'est pas délocalisable. On s'organise, on développe des initiatives citoyennes sur un territoire, et ça ne va pas être délocalisé en Chine demain. C'est pas possible. L'utopie ne va pas se délocaliser en Chine parce que ça coûte moins cher en Chine demain. Alors on est bien d'accord. C'est juste complètement impossible. Même d'un point de vue très pragmatique, c'est pas la question, parce que la question c'est se lier, se retrouver ensemble et être ensemble. C'est pas être ensemble avec des inconnus à 20 000 km de chez nous. Donc ça n'a aucun sens. Puisque ce n'est pas délocalisable, cette inscription territoriale dans les pratiques tous les jours de l'économie solidaire, elle est très importante. Et cette inscription territoriale, elle est liée à 3 grandes dimensions. La première dimension, c'est la liaison qu'on peut avoir avec les habitants du quartier, tout simplement. Là, quand l'utopie se fait fracturer sa porte, l'inscription territoriale, elle est assez forte, et le lien est assez fort avec les voisins, et la confiance est assez forte avec les voisins pour qu'un dimanche midi, on les appelle pour leur dire votre porte est fracturée. Ça paraît insignifiant, ça. Ça paraît normal, c'est comme, ouais, oui, c'est normal que le voisin il appelle parce que la porte elle est pétée. Ouais, mais c'est parce que tous les jours, il y a des pratiques de mise en confiance et des pratiques de relations humaines, d'un lien humain qui est propre aux pratiques de l'économie solidaire, beaucoup plus qu'autre forme d'économie, qui fait que ça se passe. Il y a un exemple très concret de cette inscription, de cette relation avec une proximité territoriale aux habitants, aux gens qui sont là à côté, qui facilite ça. Une autre forme de relation et d'inscription territoriale qui peut être importante, c'est les relations qu'on peut avoir avec d'autres acteurs de l'économie solidaire ou d'autres acteurs de l'économie en règle générale qui sont présents sur le territoire. Je pense à la MAL, à la Maison de l'alimentation locale, ici,
qui fournit une grande partie de ce que vous allez pouvoir boire, consommer en règle générale. Cette maison de l'alimentation locale, située à Chamalières, gérée par Ginkyo, est membre de cette grande famille de l'économie sociale et solidaire. C'est une association aussi qui défend des valeurs très proches. Et puisqu'on défend des valeurs proches, puisqu'on est connecté, puisqu'on est capable d'avoir assez de confiance les uns avec les autres pour échanger, on va travailler ensemble plutôt qu'avec le supermarché du coin. Ça donne une autre dimension aussi. On est encore une fois dans des pratiques très particulières à l'économie solidaire. Un lien très particulier. On va plutôt choisir la malle que le supermarché du coin. Okay. Et une troisième forme d'inscription territoriale qui est très importante, qu'il ne faut pas négliger, parce que c'est là que la transformation peut arriver, et cette dimension politique est importante, c'est la relation aux collectivités, avec la mairie de Clermont-Ferrand, avec le conseil général, avec des élus au conseil régional, des élus en règle générale, des collectivités en règle générale. Dans les pratiques propres à l'économie solidaire, il est fondamental d'avoir une relation avec eux. Ça rejoint ce que je vous disais, la dimension politique de l'économie solidaire, c'est-à-dire prendre des décisions ensemble, à l'interne, avoir des débats passionnés, être favorable à cette délibération. Elle marche à l'intérieur, mais elle marche aussi à l'extérieur. Et là, on rentre dans un espace public plus large, où le rôle de l'économie solidaire, puisqu'on vient de l'associationnisme ouvrier, on veut changer un modèle, c'est bien de rentrer en discours avec les politiques aussi. Parce que si une association, une coopérative, un organisme de l'économie solidaire n'est pas conscient de sa volonté de changement du modèle, n'est pas conscient de sa nécessité de changement, et s'il ne rentre pas en connexion avec le monde politique, qui est encore aujourd'hui détenteur du pouvoir, parce qu'on lui donne aussi par le vote, très peu par notre implication citoyenne, mais plus par le vote. Si on rentre pas en connexion, en débat avec le politique, si les organismes d'économie solidaire ne le font pas, ils sont tranquilles. Tout va bien, on continue dans le même sens. C'est le Titanic. Il y a l'iceberg, tout le monde le sait, mais c'est pas grave, on y va. Et c'est pas les organismes de l'économie sociale, par exemple, très philanthropiques, qui sont souvent là pour boucher un petit peu les trous, qui vont rentrer en débat politique avec les collectivités. C'est pas forcément leur rôle. Eux, ils vont avoir des subventions, ils vont être aidés éventuellement pour faire ce qu'ils ont à faire, qui reste du cœur, mais ils vont pas rentrer en débat. C'est pas les autres partis politiques qui vont rentrer en débat pour modifier un modèle, que là je parle d'un modèle économique notamment, un modèle institutionnel. C'est pas les autres partis politiques, puisque les autres partis politiques, par définition, s'ils sont en débat dans une démocratie libérale, ils sont pas là pour changer le modèle économique. Je parle pas de modèle politique, je parle de modèle économique. Ils sont pas là pour le changer. Si on peut voter n'importe qui, on le voit, aujourd'hui on a un parti socialiste au pouvoir en France, qui fait des choses d'un point de vue purement économique et libéral, peut-être pire que ce que faisait l'UMP il y a quelques années maintenant. Comme quoi, il y a bien que cette dimension-là de contestation et de remise en question d'un modèle, je dis bien économique, n'est pas questionné. Donc qui peut le faire? Les organismes de l'économie solidaire, qui eux sont porteurs historiquement et sont porteurs génétiquement d'une volonté de transformation politique. Les associations coopératives, mutuelles et SIC qui ne participent pas à une transformation par une délibération auprès des collectivités publiques se nient complètement leur identité. C'est ni plus ni moins que ça. C'est nier complètement son identité que de refuser de rentrer dans un débat et une délibération politique quand on est un organisme de l'économie solidaire. Ça, c'est très important. Donc, du coup, c'est des pratiques qui doivent être faites, doivent être importantes. Quand l'utopiste fait fracturer sa porte et qu'elle sollicite la mairie de Clermont-Ferrand pour lui dire
vous devez nous appuyer. Vous devez être en sorte d'être là et vous devez participer à la résolution de ce problème-là. Parce que si vous n'êtes pas capable de le faire, c'est parce que clairement, vous n'êtes pas à la hauteur. Et si vous n'êtes pas à la hauteur, ça prouve qu'on n'a pas besoin de vous. Vous voyez cette contestation-là? C'est bête, ça paraît pas, hein, quand on l'appelle, le mec de la mairie, quand on lui envoie un mail pour lui dire « Là, on a besoin de toi parce qu'on s'est fait péter la vitre et il faut que tu nous appuies pour que les choses se règlent le plus vite possible. » C'est ni plus ni moins que de lui dire « Toi, t'es là pour ça. Et si t'es pas là pour ça, t'es là pour rien. » Donc je conteste ta position politique. Ça paraît pas hein, comme ça, mais c'est le cas. Vous voyez que toutes ces pratiques qu'on fait tous les jours, dont on ne se rend pas compte de la portée que ça a, si on le sait identitairement, si on sait qu'on est un organisme de l'économie solidaire porteur d'une volonté politique de transformation, quand on le fait, on se rend compte de la portée de son geste. Par contre, quand on n'a pas conscience de son identité et qu'on ne sait pas qu'on porte ces pratiques-là, on le fait et on ne s'en rend pas compte. Et donc du coup, ça ne change rien. Vous voyez, c'est important. Je ne dis pas qu'il faut changer. Je ne dis pas qu'il faut absolument que vous soyez porteur du changement parce que vous êtes un organisme d'économie solidaire. Je dis juste qu'il faut que vous ayez conscience, et confiance aussi, et conscience que si vous êtes un organisme d'économie solidaire, vous portez cette génétique-là. Et que si vous la niez, vous participez à un mouvement, ce qu'on appelle l'isomorphisme institutionnel. C'est-à-dire que vous niez tellement votre identité que vous basculez du côté obscur de la force. Pour vous le dire de manière un peu... Pour continuer sur les pratiques, quand on parle d'économie, on parle de mode de ressources. Et je vous disais, c'est important pour se détacher de la dimension unique de l'économie de marché basée sur l'offre et la demande. Je vous disais qu'il y a une dimension importante, c'est la réciprocité, l'échange, la mutualisation. Alors, qu'est-ce que ça veut dire que de se baser sur la réciprocité et quelle dimension ça peut avoir en termes de pratique? Qu'est-ce qu'on fait tous les jours? C'est pareil, on s'en rend pas forcément compte, mais quand vous faites du bénévolat, d'accord, vous échangez votre temps, vous donnez de votre temps contre une forme de richesse humaine. Alors, je dis ça, c'est peut-être utopique, hein. Nous dirons, on ne vit pas de la richesse humaine, certes. En tout cas, pas dans ce modèle libéral, c'est sûr. C'est sûr. Mais ça n'empêche que c'est une forme de réciprocité et d'échange qui est importante et qui a une vraie valeur. C'est-à-dire que si on ne rentre pas dans ce modèle de bénévolat et de « je donne un petit peu de mon temps pour qu'il se crée des choses, il se crée une richesse humaine, voire même il se crée une richesse qui peut être économique parfois, même souvent », on n'est pas dans cette forme de réciprocité, on ne donne pas de valeur à cette forme de réciprocité. Et si on ne donne pas de valeur à cette forme de réciprocité, ça reste que du bénévolat philanthropique. On retombe dans ce modèle d'économie sociale où finalement c'est presque religieux, quoi. Vous allez à l'utopie, c'est comme vous allez à l'église, quoi. Vous donnez de votre temps, c'est super, c'est génial, alléluia, quoi. Non, il faut que vous ayez conscience que le temps que vous donnez, vous créez réellement une richesse pour vous et pour les autres. Et que ça a une valeur. C'est sûr que le PIB ne le prendra pas en compte, mais ça a une vraie valeur. Si on va encore plus loin dans les pratiques d'économie solidaire, liées à la réciprocité, on va parler de mutualisation. C'est qu'au lieu que j'ai besoin pour aller chercher le canapé d'un camion ou d'une voiture pour le transporter, au lieu de louer ça, voire même encore pire, mais ça c'est extrême, acheter le camion pour pouvoir transporter le canapé, qu'est-ce que je fais ? Je vais voir Je Recycle Parc, je vais voir des gens d'une association X ou Y à côté de chez moi et ils vont me prêter leur camion. Cette mutualisation-là, elle est importante parce que je ne vais pas passer par un médium monétaire, je ne vais pas passer par une économie de marché liée à l'offre et la demande parce que ça coûte tant, parce que c'est régulé comme ça. Non, je m'en fous de ça. C'est que je te fais confiance, tu me fais confiance, tu me prêtes ton camion, je te prête mon lieu, une soirée pour faire ta réunion ou ta fête avec tes copains, je ne sais quoi. Et là, du coup, on échange, on mutualise des moyens et du temps, de la bonne volonté, et on sort de cette relation purement marchande où je te donne de l'argent, tu me donnes un bien.
Donc on change complètement les choses. Et cette dimension-là, ça paraît tout bête. On se dit ouais, mais je le fais souvent, finalement c'est simple, dans mon asso c'est vrai qu'on le fait. Ouais, mais est-ce que vous vous posez la question de la valeur que ça a, vraiment, de l'importance que ça a dans un modèle économique plus large, déjà? C'est la première chose, posez-vous la question, c'est considérable. Si le PIB prenait en compte les formes d'échanges réciprocitaires, ça changerait la donne. Ce serait pas la même dette, et ça ferait chier les banquiers, c'est sûr. On serait pas à cette hauteur de dette qui sera de toute façon indépassable et qui va nous couler de toute façon. Mais ça, c'est la première chose importante. Et la deuxième chose importante quand on parle de réciprocité, c'est non pas que basé sur cet échange monétaire où on va sortir de ça pour faciliter des échanges et diminuer donc, l'utilisation de monnaie fiduciaire, mais on va créer de la confiance. Et ça, c'est important. C'est-à-dire que si on ne crée pas la confiance nécessaire pour s'échanger ton camion contre mon temps ou ton camion contre mon lieu, et si on ne s'échange pas cette confiance-là, on ne participe pas ensemble à un changement. Qu'est-ce qui va se passer? Si j'ai besoin du camion de Je Recycle Pas, il n'y en a pas, mais on va imaginer que j'ai besoin du camion de Je Recycle Pas, et en contrepartie, je leur prête le lieu pour qu'ils viennent ici faire quelque chose dans le centre-ville. Il faut se connaître, il faut se faire confiance, il faut se passer des clés, il faut se connaître, il faut qu'on se parle. Ok, d'accord, très bien. Mais si moi j'ai conscience de mon identité, que je sais que je suis dans un acte de transformation politique parce que je porte ma génétique d'économie solidaire, et qu'en plus j'ai créé une confiance nécessaire et assez forte avec une autre association, une autre structure, voire 10 autres structures, d'un seul coup je deviens un agent, un médium pour passer cette voie-là et me dire mais toi ton identité, ta génétique c'est quoi? Je te questionne, je te demande qui tu es dans ton collectif, dans ton association, ta coopérative. Okay. Parce que moi je porte cette volonté de changement institutionnel, cette transformation politique, parce que c'est ma génétique à moi, parce que j'en ai conscience. T'en as pas conscience? On va en parler. Et puisqu'on se fait confiance, on va pouvoir en parler, ce sera pas un problème. Si tu me fais pas confiance, c'est sûr on n'en parlera pas, on ne débattra pas, il n'y aura pas de délibération. Il n'y aura pas de conflit intégrateur, il n'y aura pas de construction des désaccords. Mais si on se fait confiance, on pourra en parler. Et on pourra se rendre compte ensemble qu'on est en train de changer un modèle. Vous voyez à quel point cette réciprocité, qui est une forme d'économie particulière, elle peut avoir une application phénoménale, basée uniquement sur la confiance. Après, la dernière chose qui peut être importante avant qu'on puisse en parler plus spécifiquement, c'est sur l'impact que peut avoir l'économie solidaire et les pratiques d'économie solidaire sur 3 formes, sur la société en règle générale, sur l'économie, mais aussi sur notre environnement. C'est-à-dire que quand on est dans une dynamique d'économie solidaire et qu'on a cette volonté et cette génétique de changer le paradigme de l'économie, de sortir de ce modèle économique qui, petit à petit, sociétalement, économiquement et écologiquement nous bousille, notre volonté, c'est quand même d'apporter une alternative et une solution autre. C'est-à-dire que c'est complètement dissonant d'avoir la génétique économie solidaire et de participer à une destruction de notre environnement. Non, on va être plutôt proche des dynamiques du développement durable, en règle générale, et dans l'économie solidaire et sa volonté de changer de modèle, c'est aussi lutter contre un modèle qui, lui-même, et c'est ça qui est extraordinaire avec le libéralisme, c'est qu'il a créé lui-même des désastres écologiques, et il crée des entreprises basées sur le marché pour régler ces problèmes-là, que les États payent grassement. C'est quand même absolument génial. Le capitalisme a une force de résilience qui est complètement incroyable. D'accord ? Donc l'économie solidaire ne peut pas, elle, partir sur les bases d'une volonté d'utiliser notre environnement et d'utiliser nos ressources, comme le fait l'économie libérale en règle générale.
c'est complètement dissonant. Donc on va être plus proche des valeurs du développement durable en règle générale. Ça, je pense que pour ceux qui ont ces pratiques d'économie solidaire, vous vous doutez bien que c'est assez évident dans la majorité des cas. Sur les impacts économiques, on va avoir plutôt tendance à penser que ce qui est important, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est qu'on ne délocalise pas les activités. C'est-à-dire qu'on ne va pas d'un seul coup, Aubert et Duval, à qui on a donné 500 000 euros il y a 1 an et demi, et qui aujourd'hui vient de signer un beau petit contrat pour faire du recyclage d'aluminium, je sais pas quoi, Manuel Valls qui vient en grande pompe, c'est génial. Bon, Aubert et Duval, c'est quand même des mecs qui sont indiens et kazakhs. Si demain ils veulent se barrer, ils se barrent. Et on leur a donné des millions et des millions et des millions. Et l'impact économique, certes, c'est 2300 emplois, Aubert et Duval. Aubert et Duval, c'est Combrailles, les Ancises, sur le territoire. Donc, conseil général, conseil régional, ça banque. On banque tous, ne vous inquiétez pas. En tout cas, ceux qui payent des impôts. On banque. Et les mecs, si demain ils veulent partir, ils partent. Bien sûr, ils ont créé il y a 2300 emplois. Donc, si d'un seul coup on leur dit, bon les gars, ciao, vous pouvez faire ce que vous voulez, si vous voulez, barrez-vous. De toute façon, on vous donne plus un centime. Puis ils se barrent, c'est 2300 emplois en moins. Sauf que, si on y réfléchit bien, sur le territoire des Ancises, ce que pourraient appuyer en termes de redistribution des politiques publiques locales pour l'économie solidaire, créerait au moins 4 fois plus d'emplois pour des petites structures qui ont besoin dans le culturel, dans le social, dans l'aide à la personne, dans le développement durable, dans tout un tas de choses. Il y a besoin, mais il y a aussi besoin d'une aide, de la redistribution, on créerait 4 fois plus d'emplois. Donc au Aubert et Duval, ils peuvent partir au Kazakhstan s'ils veulent. Ils s'en foutent. Donc l'impact économique, donc les pratiques sur l'impact économique de l'économie solidaire peut être très très forte. Et elle est souvent plus forte quand c'est conscientisé, quand les acteurs de l'économie solidaire ont conscience de leur volonté de transformation, leur dimension politique. Parce que c'est souvent là qu'ils arrivent à rentrer en débat et en délibération avec les politiques publiques, et du coup, à avoir les moyens de leur action aussi, qui est légitime. C'est la redistribution. Je préfère payer des impôts et créer des emplois dans le service à la personne, plutôt que mes impôts aillent chez Aubert et Duval qui repartent direct en impôts. Donc l'impact économique, il est fondamental, et la création d'emplois, si on parle que de ça, est fondamentale dans l'économie sociale et solidaire. Il faut savoir qu'en Auvergne, c'est quand même 12% de l'emploi, l'économie sociale et solidaire. C'est plus que l'immense majorité des secteurs. Je crois que même qu'en Auvergne, c'est plus que l'agriculture. Ça veut dire que l'impact économique est vraiment important. Et après, l'impact sociétal, ça c'est la dernière chose. Après, j'ai parlé déjà depuis 48 minutes, ça passe vite. Je vois le compteur qui tourne. L'impact sociétal, eh ben, il est évident. C'est là maintenant. C'est de pouvoir boire une bière ensemble, de discuter, d'échanger dans un lieu qui est porté par cette dynamique d'économie solidaire. Et là, Geoffrey pourra en parler encore un petit peu plus sur cette dynamique que l'économie solidaire a d'utopie et sur cette volonté politique, sans avoir peur du mot, d'être acteur d'un changement et d'une proposition autre portée par d'autres valeurs. D'accord ? C'est surtout se retrouver ensemble, partager, créer de la confiance entre nous, se connaître, parce qu'on est tous habitants d'un territoire proche, une petite ville, on est tous proches. Si on n'est pas capable de se connaître, de se faire confiance, de se parler, d'échanger, sans être pour autant d'accord et partir en vacances ensemble, c'est pas le cas. C'est juste créer ce lien social qui a un impact social, sociétal très puissant. Parce que ça évitera peut-être, et ça c'est une des forces de l'économie solidaire, et de toute façon on n'aura pas le choix à un moment ou à un autre, ça évitera peut-être qu'on ait des grands-mères qui meurent toutes seules dans leur appart à une rue d'ici. Parce qu'on n'a pas été capable de générer assez tôt et de manière intergénérationnelle le lien social nécessaire à la survivance de certains. Ou même de ceux qui, dans la rue, là, sont en train de mourir de faim. Non pas, certes, parce que il y a une défaillance d'un modèle, mais il y a aussi une part de responsabilité liée à la dimension sociétale de notre lien qu'on n'arrive pas
à faire perdurer et à générer suffisamment. Mais ça, l'économie solidaire dans ses pratiques, tous les jours, on le défend, ce lien social. Je pense que ça, l'utopie l'accapare largement, cette dynamique de lien social. Alors comment ça se passe exactement? Qu'est-ce que c'est que le lien social à l'utopie? Peut-être que tu pourras en parler un peu plus, parce que c'est quand même une chose la plus importante. Ouais. Les dimensions politiques. Après, je sais pas comment vous comptez faire. Je sais que 48 minutes à écouter, c'est long. Je suis Donc, je désolé. sais pas si tu veux finir, conclure. On pourrait faire un moment d'échange, de questions, et ensuite enchaîner sur l'utopie, la façon dont on fait les choses. Je sais pas si ça vous convient. Je sais pas, Nico, si ça te convient, toi. Si vous avez des questions déjà sur les choses que je dis, je suis désolé, je pensais pas avoir parlé aussi longtemps, ça n'a pas été dit. Je suis emporté par la passion. Mais si vous avez déjà des questions sur ce que j'ai dit, n'hésitez pas à me les poser. S'il y a des interrogations, des choses qui ne sont pas claires. Si vous avez des choses sur lesquelles vous n'êtes pas d'accord. Aussi. Vous pouvez aussi lui dire de continuer, ça peut durer très longtemps. Ouais, je suis large, j'ai encore la marche. Si j'ai 5 heures de décalage horaire, pour moi il est tôt. C'est bon. Moi j'ai une question. Est-ce que tu peux faire de l'économie solidaire avec de l'argent? Ouais. Oui, tu peux. Alors, l'économie sociale et solidaire, en règle générale, on va se baser sur ce que dit la ville, défend quand même un modèle d'économie plurielle. Et cette économie plurielle, elle est basée sur l'activité domestique, la redistribution, donc l'État central qui redistribue, ou un pouvoir central, c'est pas l'État, la réciprocité, qui est fondamentale pour créer la confiance et le lien social, et le marché. Il existe aussi ce marché. On ne nie pas, on n'annihile pas complètement quand on parle d'économie sociale et solidaire, on n'annihile pas le marché en disant « Ah, c'est mal, mon Dieu, c'est horrible ». Non, on dit juste que le modèle basé uniquement sur le marché, c'est ce qu'on nous vend aujourd'hui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'économie, c'est uniquement le marché. Voilà. Ça, on dit non. Non, c'est de toute façon plus soutenable. Quoi qu'il arrive, c'est plus soutenable. Donc, quoi qu'il arrive, il faut changer. Il faut une alternative. Bon, l'alternative, elle existe, c'est l'économie sociale et solidaire. Et donc, oui, effectivement, si on parle de marché, on parle d'offre et demande, on parle d'échange monétaire, donc on parlera d'argent. Après, il y a des initiatives, et il y en a une ici particulièrement à Clermont, et j'espère qu'il y en aura d'autres bientôt, qui parlent d'une autre forme d'argent ou de monnaie. Il en existe. Alors, il existe même plusieurs alternatives à Clermont. Ce qu'on peut prendre en considération, les SEL, des systèmes d'échange locaux, qui là, du coup, échangent du temps ou des moyens, hein, des moyens humains ou des compétences. Système d'échange locaux, il y a un SEL ici à Clermont-Ferrand qui est basé là-dessus. Il n'y a pas d'échange monétaire fiduciaire, hein, c'est du temps. Mais il y a aussi la DOUM, la monnaie locale complémentaire, qui est une autre forme de monnaie, qui est basée sur une volonté de sortir de cette dimension monétaire liée à la spéculation. Parce qu'il faut savoir que quand vous utilisez l'euro, à chaque euro que vous dépensez, vous creusez un peu plus vos dettes, vous creusez un peu plus le trou que vous allez avoir dans le compte à la fin du mois, parce que chaque euro dépensé participe à un système boursier qui, lui, pour fonctionner, parce que c'est sa machine, est spéculatif. Donc chaque euro que vous dépensez, même pour acheter votre pain, vous faites en sorte que vous l'achetez plus cher. Utilisez la Doom, vous serez moins embêté. Allez voir, tapez Doom, et vous allez récupérer des Dooms au comptoir, chez Zinkyo, mais il y en a plein d'autres. Scott ici pourra vous en parler aussi. Vous allez récupérer des Dooms et vous allez acheter votre pain, ou vous allez acheter peut-être dans des magasins bio en plus pour manger un peu mieux. Pas toujours évident, il y a plein de questions qui se posent autour de tout ça, mais vous pouvez utiliser la Doom et du coup sortir de cette monnaie euro spéculative. D'autres questions? Ouais. Juste une remarque qui, par rapport à ce qu'on peut faire l'économie solidaire dans un système monétaire, oui. Face à un problème, je pense que les gens comme nous, j'ai envie de dire, on regarde déjà qu'est-ce qu'on peut faire avec rien.
et les ressources que nous avons, et justement la réciprocité, l'économie du partage, le don, on passe de la possession à l'usage des objets, donc voilà, en règle générale. Et après, quand on est face à un problème, voilà, il faut l'une des problématiques de la ressourcerie, c'est que on voit qu'on peut embaucher des personnes, on voit qu'il y a moyen de pérenniser ces emplois, mais notre leitmotiv, c'est de baisser notre dépendance aux subventions. Ne pas être quémandeur de l'argent public donné pour faire fonctionner quelque chose. Donc voilà, il y a plusieurs stratégies. Il y a le magasin solidaire, il y a l'adhésion à prix libre, d'ailleurs le prix libre souvent ramène plus d'argent que si on met un prix fixe. Je pourrais en parler aussi, j'ai expérimenté à fond ces trucs-là. Mais à un moment donné, voilà, on trouve, pour la ressourcerie, il y a quand même des niches, des compétences que nous pouvons acquérir en tant qu'experts dans la matière et commencer juste à drainer les budgets formation. Le budget formation, on parle de tous les abus de notre budget formation, enfin, voilà, autant faire quelque chose d'équitable et nous entraîner en suivant des formations et en devenant experts dans la matière pour pouvoir faire des prestations qui se vendent à prix d'or. C'est incroyable, des fois, une journée de formation pour une personne de 800 €. Et tout ça, c'est le gouvernement qui paye, quoi. Ok, autant, voilà, on va donner ça. C'est pas la personne qui va faire une formation à 1800 € par jour qui va avoir un plus fort salaire. Non, il va être comme il aura ces compétences-là, qui a juste la particularité de pouvoir drainer de l'argent. Tout simplement. Et puis voilà, on met l'argent à côté des punaises. Pareil, même usage. Voilà. Après, moi, j'aurais tendance à dire qu'il faut être vigilant avec ça parce que il y a... Et c'est pour ça que je dis qu'il n'y a pas un modèle qui est bon, un modèle qui est mauvais. Moi, en tant que militant, je penche pour le modèle économie solidaire, mais puis il y aura des gens qui me disent économie de marché c'est très bien, qui me le vendent formidablement bien. Donc je dis pas il y a un modèle qui est bon, un modèle qui est mauvais, mais je dis il faut faire attention. Parce que là, par exemple, quand tu dis on peut avoir un budget formation, 1800 € la journée de formation, c'est très bien, autant que ce soit nous qui le prenions, plutôt que quelqu'un d'autre, comme je disais, Aubert et Duval, je ne sais quoi, où ils vont se payer des restos ou des voyages avec ça, et tout va bien, c'est cool. C'est sûr, on peut considérer c'est mieux que ce soit nous qui le récupérions. À condition que, et moi je dis bien à condition que, les acteurs de l'économie solidaire aient conscience que cette redistribution est légitime, que cette redistribution est utilisée à bon escient, c'est-à-dire après répartie équitablement entre des travailleurs, coopératives ou associatives, peu importe, et que cette répartition équitable, mais surtout que cette redistribution soit le moyen de rentrer dans un débat politique et de ne pas dire juste aux collectivités au lieu de donner à un tel, donnez-nous à nous parce que c'est plus légitime, on va le répartir plus équitablement. Non, c'est ok, donnez-nous à nous, nous on va former puisqu'on est experts. Ça peut être légitime, ça peut être aussi mis en débat, c'est le principe démocratique. Mais surtout, nous, quand vous nous donnez 1800 €, c'est aussi le moyen qu'on a, nous, de rentrer en débat avec vous pour vous dire qu'on n'est pas d'accord avec telle ou telle manière de faire de la politique ou telle manière de prendre des décisions. Et donc on participe à un débat politique et à un espace public. On ne prend pas que dans une dynamique redistributive, on est aussi acteur politique dans une volonté à géométrie variable de changement, et du coup on veut ce débat-là. Et souvent, par manque de temps, parce qu'on est pressé par une chose qu'on veut faire, on annule petit à petit cette volonté politique. Et petit à petit, on finit par effectivement prendre des subventions ou vouloir s'en détacher même, et petit à petit, ne plus rentrer du tout en débat avec les collectivités ou les politiques. Et si tu rentres plus en débat, bah, c'est fini. Pour une ressourcerie, c'est difficile de ne pas rentrer dans le débat. Ouais, là pour le coup, ça a été... des garde-fous. Une dernière remarque, permettez, par rapport à la réciprocité.
Alors, il y a une réciprocité où, en fait, quand on donne un service ou on prête une ressource, on se sent redevable par rapport à ça. Il y a un échange qui reste inachevé. Je pense que un bon moyen de s'affranchir de ça, c'est de juste se dire, c'est pas à qui je donne que je dois recevoir. Juste, Ah oui, bien sûr. Ouais. voilà. Oui, c'est si vrai que par je l'ai pas exemple, dit. je reçois un service, un truc comme ça, faites simplement, la prochaine fois que quelqu'un tend la main ou voilà, la prochaine fois que vous pouvez aider, eh ben, n'hésitez pas, parce que quelqu'un vous a tendu la main. C'est juste l'échange dans ce sens-là. Pic, tac, et ça reviendra, ça reviendra, Bien une sûr. fois. Parce que c'est un changement de paradigme aussi. Hein. C'est parce qu'on a tendance à voir les choses, et ça c'est très lié à nos échanges mercantiles. Cet échange, je te donne de la monnaie, tu me donnes un bien. Quand on est dans un échange réciprocitaire ou de troc, on a tendance à le voir aussi de manière unilatérale. Sauf qu'effectivement, non. La réciprocité et la mutualisation doivent se faire de manière beaucoup plus large, et c'est pas parce que tu me donnes que je te dois. Voilà. C'est la communauté et le collectif qui prime, et du coup ça doit pourquoi pas circuler, je sais pas si c'est le bon mot, mais effectivement la réciprocité doit être avant tout basée sur ces principes. Ouais, doit débrider en fait. Complètement. Alors moi, je suis un peu partagé entre les deux mondes. Je pense qu'ils ont, aujourd'hui, ils ont leur place de coexister en fait. Et je pense qu'on a un pouvoir de vote impressionnant justement par la monnaie. Et que c'est en dépensant la monnaie qu'on vote finalement pour quelque chose. C'est-à-dire qu'il faut réfléchir à ce qu'on achète. Et du coup, les deux coexistent, et c'est ça qui est bien finalement. C'est les deux qui sont complémentaires. Le fait que la monnaie, ça t'apporte pas forcément le lien social, et avoir à côté une économie sociale et solidaire qui justement peut te permettre d'avoir plus de liens avec tes voisins, avec ton entourage. Je suis ni entièrement du côté de l'économie sociale et solidaire, ni dans le monde spéculation, tout ça. Mais je pense que voilà, aujourd'hui, les deux coexistent et c'est très bien comme ça. Alors aujourd'hui, les deux coexistent pas vraiment déjà, ça c'est une réalité. Aujourd'hui, la réalité politique, c'est-à-dire que dans l'impact social et sociétal de la régulation que ça peut avoir, l'économie de marché surclasse totalement l'économie sociale et solidaire. Ça c'est une évidence. Et sur la force de la monnaie comme utilisation, c'est notre meilleur moyen de vote. Tu me donnes du grain à moudre, parce que ça c'est une question de communication. Il faut bien comprendre que la monnaie, et là je parle bien de l'argent, c'est-à-dire l'euro que vous avez dans vos poches, ça n'a pas été... c'est de manière très ancestrale, c'est lié au potelage, donc là c'est anthropologique. On a des relations liées aux métaux, à l'argent, qui ont été des moyens d'échange. Et quand on est passé à des valeurs codifiées, comme est l'euro ou a été le franc, on est passé à une force très particulière, qui est très liée au libéralisme. C'est quoi? C'est que si tu enlèves la monnaie, on est obligé de se parler. On est obligé d'échanger, on est obligé de communiquer, on est obligé de se comprendre un peu. On est obligé d'échanger parce qu'il va falloir qu'on trouve un moyen de se mettre d'accord sur les échanges qu'on va avoir. Les échanges réciprocitaires, par exemple, la confiance qu'on va avoir est importante. À partir du moment où soit je te comprends plus ou tu me comprends plus, il faut qu'on ait un médium symbolique. Quelque chose qui est codifié et partagé par tous les deux. Par exemple, l'euro. On sait qu'un euro, c'est un euro. On sait la valeur d'une baguette de pain tous les deux. On n'a pas besoin de débattre. Quand tu vas chez ton boulanger le matin, par exemple, le prix du croissant, alors que dans une économie de marché, à l'offre et la demande, il devrait changer tous les jours. Ça ne change pas. Tu arrives, tu sais que tu vas le payer tant, c'est fini. Puis tu ne débats pas avec ton boulanger pour dire ah, non, je le paierai bien un peu moins cher. Non, parce que c'est codifié. Il y a un médium symbolique très puissant qui t'a annihilé complètement ta capacité à créer du lien social. Ça, c'est la force de la monnaie. Et la monnaie fiduciaire, elle a annihilé complètement le lien social en créant un médium symbolique codifié qui t'empêche d'échanger et de partager et de devoir créer de la confiance pour générer un échange. Non, c'est bon, on a l'euro, c'est bon. Donc du coup, c'est pas un moyen de vote du tout. C'est le pire moyen d'aliénation qui existe.
Ouais, je suis un peu d'accord avec ça. Je suis d'accord. Si je peux rajouter quelque chose par rapport au monde spéculatif, il y a une donnée que je ne sais pas si tu l'ignores ou si tu l'as. Que c'est 98% de la richesse. Exactement. En fait, l'économie, actuellement, on est arrivé à un tel point de dérive qu'on se retrouve avec, je crois, 95 ou 98% de l'économie mondiale qui est seulement de la transaction boursière. Et que l'économie réelle, basée sur le travail, les objets, tout ça, c'est seulement 2% de l'économie. Mais de l'économie quantifiée, par contre. Oui. C'est-à-dire quand on parle du PIB. Oui. Parce que l'économie réelle, voilà. Je pense que les choses s'inversent complètement. Donc quand tu dis que c'est bien que les deux soient d'égal à égal, je ne suis pas tout à fait d'accord quand même. Ouais. Non, malheureusement, le principe d'économie plurielle voudrait qu'on soit sur une sorte de parité entre l'économie domestique, la redistribution, la réciprocité et l'économie marché. Et ça, c'est l'utopie. Et pour l'instant, aujourd'hui, ça n'existe pas. C'est économie de marché, toute la place et le reste qui existe en réalité, mais qui n'a pas C'est pas justement un peu utopique de dire qu'on pourrait fonctionner que par l'économie sociale et solidaire et le troc, par exemple. Moi, je veux bien, je concevrais bien un monde comme ça, mais c'est difficile dans la réalité, j'imagine. Ça dépend à quelle échelle tu parles. Effectivement, il y a une réalité où les mecs qui qui gèrent ce business-là, ils vont jamais vouloir qu'on échange avec eux notre maison. Mais sinon, je pense qu'à des petites échelles, ça peut exister et ça peut avoir quand même un pouvoir. Et du coup, mais je pense qu'autrement, c'est tout. Pourquoi penser que toucher les politiques est une nécessité? Comment c'est que le toucher les politiques soit une nécessité pour arriver à un modèle qui puisse être utopique, basé sur l'économie sociale et solidaire. Oui, c'est le seul moyen en fait. Oui, parce que c'est politique, l'économie sociale et solidaire par définition. Donc ça fait partie de notre système politique, c'est-à-dire pour le bien commun, changer les choses et avancer. C'est un moyen alternatif à la politique classique, mais ça en fait partie. Sachant que, encore une fois, il faut faire attention parce que quand tu poses la question, c'est que tu te bases sur, encore une fois, une idée préconçue, comme je vous ai dit sur l'économie au départ. Qu'est-ce qui vous mettez derrière l'économie? Argent, échange, c'est ça. Sauf que c'est faux. Derrière la politique, tu mets une idée, tu vois l'homme politique, le système politique que l'on a aujourd'hui et qu'on connaît, sauf qu'on pourrait très bien être dans un système politique d'une démocratie où on tire au sort les gens qui vont gouverner. Oui, sauf que c'est pas le cas. Oui, c'est pas le cas. Du coup, je suis d'accord avec toi qu'il y a des concepts de façade et des concepts de fond. On est obligé de prendre les concepts de façade en considération. Oui, bien sûr. Et donc la politique aujourd'hui, c'est l'image qu'on en a. Et du coup, pourquoi vouloir faire jouer un peu... Parce que de toute façon, il faut avoir une action politique pour créer un espace public, créer une réelle citoyenneté, avoir conscience qu'on a un poids, que c'est pas juste notre vote, c'est que nos pratiques de tous les jours, quand on fait de l'économie, qui puisse être domestique, réciprocité, tu veux, a une dimension politique. Mais si on l'annule, ça, si on se dit, mais non, ça n'a pas de poids, eh ben oui, on ne change pas. Par contre, si on a conscience génétiquement de nos pratiques et de ce qu'on fait, qui a un vrai poids politique, là, à ce moment-là, on doit rentrer. Et ça, c'est une nécessité citoyenne. Après, chacun fait son choix. Une nécessité citoyenne de rentrer en débat politique avec les gens qui, pour l'instant, dirigent. C'est eux qui dirigent. Mais si le débat ne se crée pas, les choses ne risquent pas de changer. Et si le débat ne se crée pas, ça n'impulse pas un potentiel changement à échelle locale. Je me suis dit, les choses économiquement vont se jouer beaucoup plus à l'échelle locale qu'à l'échelle globale. Mais ça passera par ça de toute façon. Sinon, ça passera par des barricades et on fait brûler tout, mais ça marche pas. Ou troisième alternative, j'en sais rien, mais ça existe. Pour l'instant, elle n'existe pas. Pour l'instant, la potentielle alternative qui a été annihilée par la force du système libéral, ça a été le communisme. On a vu que ça n'a pas marché. Malheureusement, moi, je fais partie de ceux qui auraient aimé que ça marche, mais voilà, une utopie qui n'a pas marché pour l'instant, en tout cas pas partout. Et pour l'instant, la seule alternative qui existe réellement, qui a montré dans les pratiques qu'il était capable de s'appuyer sur ces modèles-là, réellement, pour l'instant, c'est l'économie sociale et solidaire, cette économie plurielle, basée sur un retour à des pratiques qu'on a déjà hésité. On ne retourne pas à la bougie, c'est juste des pratiques qui peuvent être complètement adaptées à notre monde moderne, mais qui vont être nécessaires
le reprendre en compte. Et pour l'instant, la seule alternative qui existe, qui n'arrive pas à devenir par d'autres problèmes, c'est ça. Il y avait d'autres questions. Je crois que tu avais une question avant, Scott. Désolé, toi aussi. Une question sur ton intervention. D'accord. Non, je veux dire qu'au niveau du politique, justement, tu parles de façade, mais quand on voit aujourd'hui qu'il y a un taux d'abstentionnisme qui frôle et dépasse même les 50%, on voit bien que cette façade, justement, on est dans une démocratie, mais quand la moitié des gens se dégagent, et qu'au final, les politiciens actuels sont élus par une minorité, on outrepasse le concept démocratique et on voit bien qu'on arrive à des limites politiques et qu'on est obligé peut-être de revenir justement à d'autres systèmes, mais surtout, à mon avis, de réinventer les systèmes qui ont déjà été exploités. Tu parles du communisme, c'est un exemple comme d'autres, qu'on pourrait exploiter différemment, parce qu'à l'époque, il y a eu telle et telle donnée. Enfin voilà, si on prend l'exemple de Staline, par exemple, est-ce que si on avait appliqué, je sais pas, d'autres personnes d'une façon différente, est-ce que ces principes auraient pas mieux fonctionné? Donc la façade politique, oui, mais justement, aujourd'hui, on voit des systèmes. Mais justement, quand tu vois qu'il y a 50% d'absentéisme, tu as mis un changement là. Même si ça existe, peut-être qu'il y a 50% d'absentéisme, mais le système continue quand même. Comme si finalement qu'on vote ou pas, ça n'a aucune importance. Oui, c'est justement pour l'instant. Ça ne fait que, en fait, c'est de pire en pire. On va arriver à un point de saturation de cette Oui, c'est pour ça qu'elle propose de se détacher du système politique. Mais moi, je pense qu'il y a quand même 50% de gens qui votent encore, et que si l'économie sociale et solidaire se détache totalement du politique, ces gens-là ne rentreront jamais dedans. Ça sera une alternative trop importante, et qu'il faut se rattacher là pour que le politique évolue aussi. Et s'il n'y a pas d'aller-retour, c'est pas mal. Il y avait Scott qui voulait poser une question, mais du coup, si tu veux rebondir. C'est juste 50% de ceux qui ont le droit de vote et qui sont inscrits sur les listes électorales. Mais ils existent. C'est pas 50% de la population qui subissent les décisions. Ils existent quand même. Et de toute façon, c'est dans ce qu'on fait tous les jours et dans nos pratiques quotidiennes qu'on peut avoir un poids. C'est pas dans le vote, quoi. Ça fait partie des représentations qu'on a de la démocratie. Je peux vous assurer que pour parler très souvent avec des politologues, ça c'est un débat qui n'existe plus, une politologie, en tout cas hétérodoxe, c'est qu'aujourd'hui en France, nous ne vivons pas dans une démocratie. C'est un déni complet, ça n'existe pas, c'est faux. C'est comme l'économie marché, comme je vous disais au début. Aujourd'hui, c'est pas parce qu'on vote qu'on a le droit d'aller voter qu'on vit dans une démocratie. C'est pas ça la démocratie. La démocratie, c'est le débat. Sauf que le débat, il n'existe pas aujourd'hui. L'espace public dans lequel existe le débat, mis à part l'économie solidaire qui donne la place, si on avait conscience qu'on existe dans un espace public de proximité, ça c'est qu'on n'en a pas conscience, qu'on ne veut pas le voir, mais en réalité on l'est, et on ne le prend pas, ce pouvoir-là, mais il existe. Mais c'est le seul endroit aujourd'hui, tous les jours, où s'exprime notre citoyenneté. C'est pas le vote. Et donc, si on n'a pas conscience que ce qu'on fait tous les jours a une dimension politique, les pratiques qu'on a une influence sur le politique, eh ben, c'est un coup d'épée dans l'eau. Il faut qu'on ait conscience de ça. C'est tout. C'est pas le vote. Rapidement, juste comment on a fait Jurassic Park, en fait, juste point de détail, on a rencontré le réseau des ressourceries, il y en a pas mal qui sont issus du monde des squats. Un squat devient une ressourcerie naturellement. Okay. Après, il y a la ressourcerie. Quand il y a la ressourcerie qui a voulu s'installer ici à Clermont-Ferrand, ils avaient une idée en tête, c'est on doit réquisitionner un bâtiment. Donc il y a deux moyens de réquisitionner un bâtiment, soit on le prend par un squat, soit on négocie avec des politiques. Donc en ressourcerie, c'est juste ce qu'il faut, machin. Donc on a pu faire pour la première fois de l'histoire de Clermont-Ferrand, sortir un bâtiment de ce qu'on appelle une friche qui est destiné à être détruite pour faire un usage pour l'activité sociale solidaire. C'était la première fois. Ça a pris plus d'un an à se mettre en place, ça y est. On a touché tous les services la même. Voilà, c'est ça la politique. C'est quand on est en train de changer un truc, maintenant il faut revenir à la charge très vite. Un deuxième exemple, il faut faire travailler la même chose encore une fois. Et là, on fait entrer dans les mœurs une pratique. Comme on voit maintenant les gens ramasser les crottes de chiens.
Il y a 3 ans, c'était... Pas possible. On ne voyait pas ça. Bien sûr. On disait que les restaurants fermeraient si on met un restaurant interdit aux fumeurs. Et ben ça, c'est pas arrivé. Voilà. Donc, en fait, il y a plein de pratiques qui changent petit à petit par les volontés de certains d'être dans cette négociation, ce débat politique. Mais c'est le cas le développement durable est le meilleur exemple, pas dans toutes les dimensions, mais je reviens tout juste d'Amérique du Sud où j'étais pour un colloque sur l'économie sociale et solidaire. J'étais avec mon ami qui a été complètement impressionné de voir que dès qu'on sort des villes, il y a des endroits remplis d'ordures. Parce qu'il n'y a pas de système de gestion des ordures. Les gens s'en foutent parce qu'ils ne sont pas sensibilisés à ça et qu'ils ont d'autres problèmes pour l'instant à régler. Et du coup, ça choque. Sauf que la même personne, il y a 10 ans, même en France, il y avait encore des gens qui jetaient des trucs par terre comme ça. Bon, il y en a encore, mais très peu quand même. Maintenant en France, c'est quand même rare qu'on voit quelqu'un jeter un papier. Mais c'est très rare. Alors qu'il y a quelques années, il y avait encore des gens qui jetaient... Mais ça a changé petit à petit. Parce que certains, dans des associations, des coopératives, ont lutté pour que ça change, pour que les choses changent. Alors, petit à petit, ils sont arrivés à ce qu'il y ait plus de poubelles, qu'il y ait plus de conscience que c'est pas bien de faire ça, et ça change. Donc, pourquoi pas avoir une action aussi sur un modèle économique plus large, puisqu'on voit bien que ça marche pour certaines choses. L'idée, c'est le prochain, c'est de faciliter voilà, c'est justement cette réquisition officielle endossée par l'État, parce qu'on voit ce qui se passe dans les squats, c'est juste pas possible. Si on pouvait trouver un juste milieu quelque part, et c'est là où on a joué, c'est que voilà, on a fondé dans Sorcerie, mais ils savent qu'on vit dans les squats. C'est-à-dire que bon, s'ils font pas quelque chose dans le sens, et ben ça va être embêtant. Peut-être. Et ça, c'est votre force aussi, et qui n'est pas forcément le cas de tous les acteurs de l'économie solidaire, c'est que votre expérience et votre vécu, arrivant du monde du squat, forcément la pression sur le débat elle est plus importante, parce qu'en face, ils ont les chocottes parce qu'ils savent que vous allez le faire. Parce que vous l'avez déjà fait, vous savez le faire. Donc c'est sûr que forcément, ça aide le débat. Mais aussi, vous l'avez fait parce que vous aviez conscience que c'était un vrai levier de débat politique. Et vous l'avez utilisé. Mais parce que vous aviez conscience que vous étiez acteur de ce changement institutionnel, de ce changement des mentalités de représentation. Et donc votre volonté politique, elle existait du départ. Et donc, ça marche. Mais il faut avoir conscience de ça. Ce qui n'est pas toujours le cas de tous les organismes d'économie solidaire. Et c'est pas souvent nécessaire. On peut rester tranquille et puis voilà, il juste faut quelques aventuriers qui vont abattre les poisons. J'ai juste une question sur l'économie solidaire, qui est quand même à une échelle très locale. Comment tu l'as fait communiquer avec le reste du monde? Les pratiques en règle générale, je reviens d'Argentine, quand on discute des pratiques, les pratiques sont souvent très proches. Les pratiques réciprocitaires, par exemple, qui sont les pratiques essentielles, ou les pratiques démocratiques, sont les mêmes ici, à Clermont-Ferrand, qu'à Mendoza, en Argentine. Après, les expériences, les échelles, parfois sont un petit peu différentes. La culture amène à des géométries un petit peu différentes. Mais en règle générale, c'est la même chose. Donc ça communique. Après, de là à dire qu'on fera tous la même chose, c'est un écueil à éviter, à mon avis. Non, mais par exemple, sur un projet, par exemple le LHC à Genève, il y a des gens de tout le monde entier, il y a des matériaux qui viennent de partout sur la planète. Comment tu peux faire une espèce d'une économie, un marché solidaire là-dessus, et pouvoir rassembler toutes ces personnes de partout dans le monde et pouvoir faire ton projet? Déjà, je pense que l'économie solidaire aura la force, et il faudra se questionner sur est-ce qu'il faut le faire. Déjà, est-ce que le LHC a une légitimité sociétale, économique, environnementale, et est-ce que c'est légitime collectivement, est-ce qu'on décide collectivement que c'est bien de faire ça? Si c'est bien. C'est l'accélérateur de particules qui a permis de trouver le boson de Higgs notamment. Qui tourne à une vitesse pas possible. Tu fais tourner des particules à la vitesse de la lumière et tu les fais se percuter. Ça, qui a décidé de ça? Est-ce que démocratiquement, il y a un modèle démocratique qui a permis que collectivement,
de manière locale ou même nationale, il y a une décision qui soit prise pour que tout le monde se dise « Ok, on y va, on le fait ». Si c'est le cas, ça se fera. Autrement, mais ça se fera. Si c'est pas le cas, ça se fera pas. Et c'est ça la des force du projets projet. comme l'iPhone, ça marchera toujours. Par contre, des projets comme ça, sur la recherche, ça marchera moins. L'iPhone, Tu as une perte. Si, mais l'iPhone, c'est pareil. L'iPhone, c'est quoi? C'est un produit créé populaire. Non, on t'a créé la popularité. Au final, merci le marketing. Tout le monde a un iPhone. Oui, mais c'est la force du marketing. Bah, moi, j'en ai pas. Mais... c'est la force du marketing. Ça, tu pourras pas. Tu peux pas, t'as pas de monde face au marketing. Bien sûr que si. Bien sûr que si, évidemment. L'économie solidaire, par exemple, l'économie solidaire qui fait du marketing, c'est pas de l'économie solidaire. Parce que le marketing, c'est quoi? C'est un outil de persuasion pour vendre un produit à un consommateur. L'économie solidaire, qu'est-ce qu'elle fait? Elle rentre en délibération et elle débat sur la nécessité, comme l'accélérateur de particules, de développer telle ou telle action, de développer tel ou tel produit pour le bien de la communauté. Honnêtement, l'iPhone, c'est bien pour la communauté. Voilà. Donc la communauté a le droit de choisir si c'est bien. Ouais, c'est peut-être utopique, ça, c'est une dimension. Quand on parle de communauté, de choix délibératif démocratique, c'est encore un peu loin de chez nous. Mais est-ce que l'iPhone aurait une réalité dans une dimension délibérative et une réelle démocratie? Steve Jobs, il était gentil, hein, mais... je suis pas sûr. Il a... oh, si, il a son âme, mais il a été très bon marketeur. C'est tout. C'était pas un démocrate. Il n'a pas choisi avec tout le monde du bien fondé de l'iPhone pour le meilleur de la société. Et du coup, est-ce qu'il n'y aurait pas un risque de se limiter qu'à des choses purement primaires, quoi. En gros, besoin de se déplacer, besoin de manger, et après on perd une certaine... Peut-être si collectivement on pense que c'est bien de se limiter à ça. Parce qu'effectivement, le capitalisme est très fort pour réguler des besoins illimités. L'être humain avec ses besoins illimités. Il est très fort pour réguler ça avec l'offre et la demande. Donc c'est sûr que c'est bien adapté. Après, est-ce que dans une démocratie délibérative, on irait à ces excès de matérialisation? Je sais pas. Honnêtement, je sais pas, puisque pour l'instant, les expériences montrent que tant que le marketing existe, il a tendance à bien abîmer les dynamiques collectives. C'est vrai, c'est une réalité. Parce que le marketing est plus fort, parce que c'est la matérialisation. Ça, c'est l'histoire du capitalisme. C'est pas dur. Comment l'avènement du capitalisme s'est insinué si fort dans la société et a complètement annihilé les autres formes d'économie? C'est la machine, la révolution industrielle, la machine magique qui permettait de produire plus vite, plus fort. Donc la matérialisation de l'utopie du capitalisme, qui est de produire plus vite, plus fort, d'aller toujours plus loin, a été matérialisée. Et quand on matérialise, c'est comme la monnaie, c'est un médium symbolique codifié, on le partage tous. L'iPhone, c'est tout ce que c'est. Et qu'on le partage tous, un médium fort. Et donc la matérialisation, elle a beaucoup plus d'impact que quand on parle de démocratie, qu'on doit délibérer, échanger, qu'on accepte qu'on soit pas d'accord. Et du coup, qu'il n'y ait pas de code complètement partagé. C'est plus compliqué. Et donc du coup, si c'est plus compliqué, forcément, ça prend plus de temps, c'est moins facile. Le capitalisme a été très fort pour utiliser cette facilité-là. Il faudra peut-être accepter qu'on devienne un peu plus intelligent. Alors du coup, c'est pas... Effectivement, personne ne nous a forcé à acheter l'iPhone. T'es sûr? Ouais, bien sûr. Honnêtement, quand tu regardes... Je travaille en communication, quand tu regardes en marketing et encore plus loin en neuromarketing, ça fait flipper. Hein. Non, honnêtement, personne t'oblige, hein. T'as pas un couteau sous la gorge. Mais il y a des moyens de persuasion par le marketing qui sont très puissants. C'est très puissant. Puis après, quand tu passes aux dynamiques collectives... C'est des techniques de manipulation mentale très subtiles qui ont été mises en place. Pas que, il y a aussi une acceptation sociale de tout ça, certes, mais quand même, le marketing, c'est puissant. Et du coup, pour ton projet international, tu voulais sur un autre sujet. D'accord. Ouais, je reviens vite. Ouais. Pour ton projet international,
comment tu ouvres un débat, comment tu fais communiquer, parce que t'es obligé, si tu as besoin de le faire, tu ouvres un débat international et tu fais comment du coup pour faire communiquer ces différents petits mondes, ces micro-sociétés finalement. Alors déjà, est-ce qu'il y a besoin d'un débat international? Encore une fois, ça reste des conceptions qu'on a aujourd'hui dans une économie mondialisée. On est tous ensemble dans une terre universelle. L'universalisme est la pire des choses qui puissent exister sur cette terre. Parce que c'est faux. L'universalisme n'existe pas. On est tous différents. On a tous des visions du monde différentes. Et du coup, soit on accepte qu'on soit tous différents et qu'il y ait des dynamiques locales qui créent un débat localement et qui peut-être n'entrent pas dans ce débat avec les gens qui sont à 10 000 km de chez toi, parce qu'il n'y a pas besoin. Soit, et ça c'est l'inverse autre, qui est peut-être plus extrême, c'est Huntington, c'est le choc des civilisations. C'est qu'aujourd'hui, le libéralisme, il nous amène à refuser même nos différences. C'est-à-dire, c'est pas non, je suis au local, je génère une démocratie locale, et puis ce qui se passe à 110 km de chez moi, pour l'instant, je ne m'en occupe pas. Non, c'est puisque moi, je suis une démocratie américaine et je suis la plus forte du monde, je vais aller dire aux petits Arabes que c'est pas bien ce qu'ils font, et je vais leur taper sur la gueule avec l'aide des Français et des Européens. Et du coup, les musulmans, c'est les mauvais, et les gentils Européens occidentaux, c'est les bons démocrates. Honnêtement, qu'est-ce qui est le mieux? Honnêtement, je préfère prendre le risque de ne pas rentrer en délibération avec le mec qui est à 5000 km de chez moi, ou peut-être occasionnellement, et accepter que ça soit comme ça, plutôt que me forcer à cet universalisme et finir par rentrer en guerre. Parce que de toute façon, on est différents. La preuve. Pour ce que vous dites de marketing et de communication, je me demande c'est quoi votre rapport par rapport à ça, comment est-ce qu'on peut jouer sur... comment est-ce qu'on peut ne pas utiliser leur outil au final, parce que communication c'est aussi important même si c'est local. Comment est-ce que vous allez toucher les gens et dans une généralité, comment est-ce que vous allez créer quelque chose, et comment par exemple, moi cet événement je l'ai eu par Facebook. Donc comment est-ce qu'on fait pour dire on fait quelque chose de complètement parallèle, ou est-ce qu'au contraire on s'aide de ce qu'ils ont déjà créé pour faire quelque chose d'autre? Parce que c'est quand même une chose qui s'est démocratisée. Et donc comment est-ce que, sans être trop radical, parce qu'en se radicalisant on va peut-être exclure d'autres gens, on fait... C'est pas une question d'être radical. Là on est vraiment sur une question où effectivement, de toute façon, il faut bien considérer, c'est très simple. Moi je considère que l'économie solidaire est un autre modèle d'économie et qui est une économie plurielle, qui n'est pas une économie de marché. Il est évident pour moi que si un organisme de l'économie solidaire utilise les techniques du marketing, c'est-à-dire persuader, et qui, à travers le marketing, en règle générale, utilise une forme de communication qui n'est pas une communication politique, qui n'est pas un échange, un débat, un partage, mais une communication purement économique, marketing. Je vais utiliser les réseaux sociaux à foison, je vais utiliser les mails, les Basecamp, les machins, à l'intérieur de mon organisation. À l'extérieur, je vais utiliser la publicité. On voit que la Croix-Rouge fait de la publicité à la télévision, par exemple. C'est du marketing. Ce sont des outils qui ont été créés par l'entreprise classique. C'est un outil propre. C'est un exemple. Si je veux couper un arbre, j'utilise une scie, pas un marteau. C'est pareil. Pour vous donner cet exemple-là, le marché utilise le marketing pour persuader, mais moi, l'économie solidaire, je ne veux pas persuader. Je veux partager avec les gens alters, donc différents de moi, autour de moi, sur mon territoire, un débat et un désaccord. Je ne veux pas les persuader. Je ne veux pas couper un arbre avec un marteau. C'est ça, je ne vais pas utiliser le marketing. Je veux pas les persuader. Pas nécessairement le marketing, mais la communication. En tout cas. Mais la communication, ce n'est pas la persuasion. La communication, c'est l'acceptation alterne, donc l'acceptation des différences, et la création d'un désaccord qui nous permet, par des actions, alors ça c'est des choses qui peuvent être très théoriques, mais des actions répétées, de tenter l'intercompréhension. Oui, mais la communication, c'est aussi des images, c'est des choses qui vont parler à certaines personnes. Et pas enfin, c'est toute une question sur comment est-ce qu'on va faire pour être extrêmement
Rien de tel que- toucher et toutes les personnes et toute la Est-ce qu'il faut toucher toutes les personnes? Je sais pas. Ça, Il est mieux de. Un organisme d'économie solidaire aura plus de chances de développer une utopie et de la partager dans une communication de proche en proche. C'est-à-dire, j'en parle à mon copain, et puis mon pote en parle à mon pote, et puis on se retrouve, et puis on échange, et puis on partage les mêmes lieux et on échange. Je reste pas tout seul derrière mon ordinateur à attendre que Facebook me dise où il se passe des choses. Je sors, j'y vais, je change, à la fac il y a un tel, et puis au boulot il y a un tel, et puis dans la rue, puis mon boulanger, donc je parle avec eux. Puis j'ai appris à sortir de Facebook, donc je sais parler. Et donc de proche en proche, je sais ce qui se passe dans ma vie. Il y a 20 ans, il n'y avait pas Facebook. Il y a 30 ans, il y a 20 ans, il n'y avait pas de téléphone. Les gens allaient se retrouver et partager quelque ensemble. chose, c'est qu'il y a des pratiques qui sortent même au-delà de l'ancrage territorial. Il y a des pratiques comme le couchsurfing, le covoiturage. Au tout début, maintenant on en voit partout sur les réseaux sociaux. Mais il y a 10 ans, ça s'est fait vraiment parce que je pars en voyage. Ah mais tu sais que ça existe. Et c'est ça qui a fait, et ça répond peut-être un petit peu aussi à la question de l'internalisation, ça se fait aussi. La communication plus, la communication c'est micro-société. Oui, mais il y a aussi ce fait que c'est de proximité, mais ça te permet aussi de sortir simplement de ton ancrage territorial. Après, il y a des exemples qui s'y prêtent ou moins, évidemment, mais dans un domaine comme le voyage, par exemple, la communauté du voyage se développe énormément par le bouche à oreille, donc la proximité, mais ça a des répercussions, du coup, qui sont à l'autre bout de la planète, parce que si tu voyages, par définition, tu te déplaces, quoi. Après, il y a d'autres initiatives qui ont montré, au tout début de l'associationnisme ouvrier, Buchet, un médecin disciple de Saint-Simon, a créé un journal qui s'appelait L'Atelier. Et ce journal-là, qui était au début tiré à très peu d'exemplaires, s'est très vite multiplié et a très vite étendu son maillage territorial et a été un vrai objet de débat, c'est-à-dire qu'il y avait des écrits ouvriers dedans, qui étaient re-questionnés et re-questionnés dans les numéros suivants, et il y avait des débats, alors que les gens n'étaient pas forcément, il n'y avait pas Facebook, il n'y avait pas de téléphone, il n'y avait rien, mais ils avaient trouvé de manière très créative, et l'économie solidaire a cette force-là, c'est de la créativité nécessaire pour développer des moyens qui puissent être propres et des outils propres à l'économie solidaire et qui lui permettent de développer une communication interculturelle ou intercommunautaire. C'est tout à fait envisageable. Mais ça, c'est faire appel à notre part de créativité. Là aussi, ça pose la question parce que l'école ne facilite pas la créativité. Ça, c'est un autre débat. Mais il faudra qu'on fasse appel à ça pour sortir d'une communication. On a tellement dans la tête, on pense tellement que c'est comme ça la com. C'est la com. Là, on fait de la communication. Et Facebook et le marketing et suite, c'est de la com. Différent. Et sur le covoiturage ou couchsurfing, tout ça, ça fait partie des initiatives. Je vous interpelle là-dessus, posez-vous la question sur la force du libéralisme dans sa dimension isomorphique. Le covoiturage, par exemple, au tout début, ça s'est fait de manière très non institutionnelle. Et puis, il y a deux mecs qui se sont dit, deux jeunes Français, pour covoiturage.fr, qui se sont dit, on va créer un site, ça va être sympa, c'est cool. Super bonne idée. Le mec, comme on dit en Argentine, buena onda. Super cool, les gars. Mais assez vite, ils se sont dit, ouf, ça marche super bien, ça. Et puis, ils se sont fait approcher par des gros requins avec les poches bien remplies. Puis les mecs, au bout, ils ont mis 6 ans. Au bout de 6 ans, ils ont vendu la moitié à Total, la moitié à la SNCF. Il y a comme d'une idée qui au début est formidable, et qui est remplie d'une volonté de changement, c'est-à-dire on veut proposer une alternative à toujours utiliser les mêmes moyens de transport, les mêmes moyens de faire. Il y a l'alternative du départ, et à peine 10 ans après, le truc ça appartient la moitié à Total, la moitié à la SNCF. Changement. Et Couchsurfing c'est pareil aujourd'hui. Couchsurfing ça appartient à des fonds de pension américains, mais qui passent à la caisse. Après, moi, je parlais de la pratique en général. Ouais, la pratique est bonne. Forcément du site qui détient, parce qu'il y en a plein d'autres du coup qui se créent. De manière alternative à côté et qui reprennent tout ça. Donc tout simplement le covoiturage qui se met en place par les parents d'élèves qui vont chercher des enfants, qui du coup passent pas du tout par des plateformes. Mais,
Il y a cette nécessité d'avoir conscience, parce que les gars, au début, quand ils font le covoiturage, ils n'ont tellement pas conscience de ce qu'ils font, que du coup, ils se font réhapper. Et les parents d'élèves, ils n'ont pas conscience que ça a une vraie dimension transformatrice qu'ils font. Et donc, du coup, ils ne se font pas happer, mais ils ne participent pas à une impulsion plus large. C'est des pratiques, c'est bien ce qu'ils font tous les jours, c'est génial, et ce serait bien que tout le monde le fasse. Mais il manque un petit truc si on veut passer la bascule. Là, du coup, ouais, c'est top comme exemple parce qu'il y a quand même un espèce de fossé entre les politiques du coup, et les acteurs de l'économie, comme par exemple la Couchsurfing, je sais plus si c'est en Finlande ou en Suède, où le site a été complètement interdit parce qu'ils avaient beaucoup moins de revenus sur les hôtels, etc. Mais alors du coup, cette espèce de fossé, tout à l'heure tu disais qu'il fallait pas mettre des barricades dans la rue, que ça ferait rien changer, mais du coup avec Je Recycle le Parc, là, t'as admis toi-même que ça a bougé parce que derrière les gars avaient un peu peur, mine de rien. Ah oui, ouais, mais là sur une initiative comme ça, ouais. C'est psychologique, hein. Ouais, mais c'est psychologique, mais je parle pas d'allumer des feux dans la rue, loin de là, mais justement, est-ce qu'il faut pas avoir plus de moyens pour justement faire bouger les choses? Parce que ça change jamais au final. On a tellement des attraits différents, des intérêts différents entre les politiques et les acteurs de l'économie sociale et solidaire que l'un comprend même pas les intérêts de l'autre en fait. Pour eux, ils doivent se dire c'est qui ces gars qui veulent revenir à l'âge de pierre, et nous on se demande comment est-ce qu'on peut vivre avec un salaire avec 5 chiffres par mois, ça sert à rien quoi. Donc comment est-ce que... Après, Après, il faut pas tomber dans le leurre du citoyen et opposé à l'institutionnel. Attention, c'est pas tous les institutionnels sont grippous, touchent des salaires à 5 chiffres et font pas avancer les choses. Il faut savoir qu'auprès de chaque institution, il y a des choses qui sont développées. Là, localement, il y a une adjointe à l'économie sociale et solidaire, donc c'est purement institutionnel. Il y a des politiques qui sont investis dans ces changements et donc il n'y a pas de conflit. Et il y a des politiques qui sont vraiment dans cette démarche de faire avancer ça. Et c'est pas le citoyen, en développant l'économie sociale, l'économie solidaire ou les deux, qui va renverser le système. Il peut y aussi y avoir une entente et il y a aussi des échanges transversaux qui se font entre les deux et qui vont permettre non pas une rupture totale mais un glissement. Il faut aller vers le glissement. Au national, on peut aller plus vers une économie sociale, plus vers une économie solidaire. C'est tout à fait possible, que ce soit viable pour tout le monde. Mais attention, il n'y a pas d'opposition. Et c'est pour ça qu'on juste pour finir, c'est pour ça, dans une démarche à parler, à faire des analyses rapides, voilà, par exemple 50% abstention, du coup c'est que tout le monde est en opposition par rapport au système. Je pense que c'est beaucoup de gens qui sont en accord, mais qui n'ont juste pas forcément le goût, et qui s'entendent tout à fait bien avec le système, mais qui ne vont pas forcément s'intéresser à ça, qui ne vont pas voter. Le désintéressé, ça c'est encore un autre débat, c'est juste pour rebondir tout à l'heure. Il ne faut vraiment pas rentrer en confrontation, et il n'y a pas de passage à se dire, moi je fais une association, du coup pour me défendre, je vais taper sur l'institutionnel, il me file de l'argent, mais derrière je vais le critiquer, et pour rentrer dans le débat et être en opposé. Attention, il y a vraiment des choses transversaux, et il ne faut pas mettre tout le monde dans le même panier. Je parle de glissement déjà physiquement, il faut une petite impulsion à la base pour qu'il commence, donc il faut la donner cette petite impulsion. Mais il y a des impulsions des deux côtés. On disait que tout à l'heure, l'économie sociale et solidaire avait une part mais tellement infime dans l'économie mondiale. Alors du coup là, tout le monde devrait être content parce qu'il y a eu un adjoint à l'économie sociale et solidaire à Clermont. Ça représente la totalité. C'est une case. T'as une case économie sociale et solidaire, t'as une case transport, modalité, t'as une case petite. Non, elle est pas toute petite. Non, mais c'est pas une question toute petite. Le budget peut être tout petit, mais la case elle est pas toute petite. Après, il faut savoir qu'il y a une pluralité dans la politique, et après on fait des choix là-dessus. Quand on parle d'abstentionnisme, c'est aussi les gens qui créent cette abstention ou qui s'abstiennent de voter, qui décident aussi de ne pas rentrer dans cette démarche de faire avancer la politique dans ce sens-là. Attention, il faut se méfier à ça aussi. Et c'est pas il n'y a pas d'opposition, il y a vraiment une pluralité dans la politique, il n'y a pas tout le monde qui est pour le système libéraliste, comme on l'a évoqué tout à l'heure. Typiquement, il y a encore aujourd'hui des gens qui défendent des idées communistes et qui ne sont pas du tout pour un système libéraliste. Tu vois. Et pourtant, il y a des gens qui s'y présentent à chaque élection et qui sont en opposé par rapport au système libéraliste. Donc il faut faire attention. Et d'ailleurs, un très bon exemple pour ça, et même si c'est pas du tout de ma paroisse, mais le Front National typiquement, en fait, se glisse, alors qu'ils sont plutôt placés à l'extrême droite, et se glisse comme ça sur un programme qui était pris plutôt de l'extrême gauche il y a quelques années, et qui est anti-libéral. Par définition, ils veulent renationaliser tout, et donc c'est créer de l'emploi et faire tourner une certaine forme d'économie. Il faut bien penser à ça et garder tous ces paramètres. Le citoyen, c'est pas le citoyen qui a base de tout, et les institutions ne sont pas opposées à nous. Il n'y a pas de monde. C'est pas, on n'est plus à l'époque royaliste et on ne prendra pas la Bastille. Voilà. Et on changera de système. Il faut quand même rappeler que ce sont les citoyens qui élisent les institutionnels encore aujourd'hui.
Oui, encore aujourd'hui, mais c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est pas forcément le meilleur moyen d'être efficace en démocratie. Et il y a des dénis de démocratie, bien sûr, mais dans le monde politique, tout le monde n'est pas en accord avec ce déni de démocratie. Hein. Et d'accord. Pour donner un exemple. Donc pourquoi est-ce que là, vu qu'il y a une case économie sociale et solidaire, comme tu le dis si bien, pourquoi est-ce qu'on a eu besoin du coup de citer qu'il fallait pousser d'ailleurs par exemple Je recycle pas pour que les choses bougent? Ça c'est une question. Ça c'est une question de choix politique sur aujourd'hui les institutionnels qui sont en position de force décident d'une orientation de budget. Mais après, au final, ces institutionnels, si toi tu n'as pas voté pour eux, peut-être que ton voisin certainement, en tout cas ces institutionnels, si aujourd'hui ils sont les représentants de notre État, peut-être qu'il y a un déni de démocratie, mais en tout cas, s'ils sont représentants, c'est bien qu'à un moment ils ont été élus une certaine majorité, on marche encore à des élections au suffrage universel. Ah bon? Oui, enfin on n'est pas des élections africaines où le président a fait 84% d'intention de vote. Enfin, ah bon? Non, on n'est pas encore à cet extrême. Non, on n'en est pas à cet extrême. Il faut pas non plus tomber. Extrême, on est d'accord, mais après. Pour revenir là-dessus et rebondir, moi je suis complètement d'accord. Il faut bien faire attention. Il n'y a pas d'opposition et il y a effectivement souvent des institutionnels qui n'ont pas conscience de la réalité totale de l'économie sociale et solidaire, mais il y a aussi souvent des acteurs de l'économie sociale et solidaire qui n'ont pas conscience du poids qu'ils peuvent avoir et de la nécessité qu'ils ont d'aller, par exemple, rencontrer Marion Canales à Clermont, d'aller la voir, d'aller parler avec elle de ses réalités, des pratiques. Un exemple tout bête, il y a quelques jours de ça, j'étais à Paris avec le laboratoire de l'ESS pour Combrailles Durable, une coopérative avec laquelle je travaille. Voilà, coopérative sur les Combrailles, là où il faut de développement. Au départ, Combrailles Durable me dit on s'en fout, monter à Paris, rencontrer des politiques, ça va, nous on fait notre truc. Pourquoi ? Parce qu'ils n'ont pas conscience au départ que d'aller les rencontrer et d'aller rencontrer, c'était Corinne Lepage qui est chargée de cabinet de la ministre de l'écologie, l'ex-femme de Ségolène Royal. C'était elle qui me demandait de venir et c'est moi qui y allais. Et si je fais pas le forcing pour dire mais si c'est important parce qu'on a un poids politique. Et il faut qu'on rencontre ces gens pour leur dire qu'on existe, qu'on fait, et qu'il faut qu'ils travaillent avec nous. Voilà. Ce qui s'est passé, c'est que je m'y suis retrouvé tout seul, et les 4 autres organismes qui étaient invités ne sont pas venus, tout simplement parce que je me suis dit, mais qu'est-ce qu'on va foutre ? On s'en fout. De toute façon, ils font leur truc de leur côté, on peut rien faire, on peut pas changer. Sauf que j'ai eu une Corinne Lepage en face de moi, qui était complètement apte à écouter et qui a très bien compris les choses, très intelligente, et qui s'est dit ouverte vraiment à ça. Et je pense qu'elle a relayé des choses qui étaient importantes, et du coup, c'est peut-être une goutte d'eau, mais si tout le monde avait conscience, tous les acteurs de l'économie solidaire avaient conscience de cette force-là, et qui participaient à ça avec Marion Canales jusqu'à des ministres, ça changerait les choses. Là, c'est énorme, la différence, c'est qu'il y a quelqu'un qui avait pouvoir de faire quelque chose entre guillemets qui vous a invité, qui était ouvert à vous et tout, enfin à la mairie, parce qu'il y a eu du lobbying du labo de l'ESS. De la collab, à la collab, pour avoir un nouveau local, ils ont été voir je sais pas combien de personnes à la mairie, il y en a beaucoup qui comprenaient que c'était intéressant, que c'était important d'avoir un lieu comme ça à Clermont. Ça a mis combien de temps à leur avoir un local? Alors qu'il y avait des gens qui œuvraient, mais c'était pas forcément les gens qui avaient possibilité de faire quelque chose. Il y avait énormément de gens au-dessus qui étaient là uniquement pour appuyer un petit peu la vapeur. C'est exactement ça. La collab, par exemple, aura probablement pas, de ce que je connais de la collab, des gens que je connais de l'organisme, aura probablement pas la même conscience du poids politique qu'il peut jouer, la dimension du débat politique et du levier politique qu'il peut actionner, comme ça a été le cas pour Je recycle pas, parce que l'expérience, ils savaient au départ qu'ils avaient un rôle politique à jouer, politique vraiment, et ils savaient quel levier activer pour rentrer dans ce débat-là. Est-ce que la collab a conscience de ça? Pas dit, en gros, si vous ne nous filez pas d'endroit, on va en squatter un, quoi. Non, mais ils pourraient très bien dire... Ils auraient pu faire ça, et je pense que ça aurait été plus vite, quoi. Alors ils auraient pu faire ça, mais c'était pas légitime du point de vue de leur histoire. Non, bien sûr que non. Par contre, c'est légitime qu'ils disent, ça va plus vite, en tant qu'Acolab, on est un acteur citoyen d'un changement de pratique de relations consuméristes. Hein. On est profondément là-dessus quand on est sur la collab. Et s'il y a une vraie conscience de ça, il y a un vrai discours politique qui est élaboré à partir de ça. Non pas, on se retrouve ensemble, c'est cool,
c'est sympa, on construit nos robots ensemble, on fait nos trucs ensemble, et puis on aide des gens à développer ces petits trucs. Mais vraiment se dire, non, on participe à un changement de représentation et des mentalités par rapport aux actions qu'on peut avoir sur notre mode de consommation. Là, c'est complètement différent, parce que d'un seul coup, là, on passe à un message politique. On passe plus au petit Acolab qui fait son truc tranquille dans son coin et qui a besoin d'un local et que c'est légitime. Non, on passe à un vrai acteur politique qui dit, nous, on veut changer les choses et on trouvera les moyens de le faire parce qu'on génère une passion politique autour d'un discours qu'on a créé parce qu'on a conscience de ça. Tu vois la différence? C'est complètement différent. Ils ont été reconnus intérêt bien commun, etc. Donc on a même reconnu qu'ils étaient intéressants. Quoi. C'est juste qu'on leur Oui, mais intéressant, ça veut pas dire politique. C'est ça, tu vois, c'est savoir cette conscience vraiment. Enfin, le bien commun, intérêt de bien commun. Du coup, la politique, c'est quoi si c'est pas œuvrer pour le bien commun? Du coup, Après, juste, en fait, c'est pas pour défendre les institutions, la mairie à tout prix et tout, mais juste quand même pour avoir une réalité en fil, c'est que il faut aussi prendre en considération, ça c'est très local, mais le nombre d'associations qui ont demandé des locaux pour s'installer sur Clermont, c'est énorme. C'est énorme. Et ça, tu peux aller rencontrer des institutionnels et leur demander le nombre d'associations qui tous les jours leur demandent un local, qui leur demandent une aide, qui leur demandent un coup de pouce, un machin. C'est inimaginable, inimaginable. Le tissu associatif, mais c'est très bien, et on sera tous pour ici, je pense, si on écoutait ça, mais est très fort à Clermont. Mais il faut comprendre que juste, il y a un moment où il y a des blocages. Donc il y a des blocages parce que des fois les institutions ne veulent pas, mais aussi des moments où il y a des blocages qu'il y a beaucoup trop de demandes. Tu vois, et là, le cas de la collab par rapport à Géocycle Park, c'était pas la même beauté. Peut-être qu'ils n'ont pas eu les mêmes aides, les mêmes appuis, mais en tout cas. Parce qu'on mutualise pas aussi. Hein. Il faut l'avoir en tête, ça. Il faut l'avoir en tête. L'histoire de la collab, en fait, on a eu quelques croisements dans l'histoire parce que on a de la place pour prendre la collab. On aurait pu le mettre à l'étage. Il était même question de faire ça. Il était question d'ouvrir un centre associatif près de l'hôpital Estin. Il y a un hangar qui va rentrer en notre possession, mais seulement à collab, ils ont besoin d'avancer. Il y a eu des choses qui auraient pu se faire, mais le timing n'était pas bon. Je pense qu'un jour, j'aimerais bien que Acolab vienne avec d'autres pour faire justement ce hackerspace dont on rêve, ce squad pour geeks, soit légitime ou pas. Cette chose existera et il y aurait Acolab comme pignon central parce qu'ils auraient déjà avancé sur la technologie Acolab, il rencontre un autre problème aussi, c'est que quand on voit le grand écart qu'il existe entre la potentialité d'avoir accès à Géocycle Park, une relation avec Géocycle Park, ce qui peut se faire autour de ça, tu parlais de hackerspace, tout ça, et ce qui s'est fait et qui n'a pas abouti avec Epicentre, c'est que ça dénote bien d'un problème interne, c'est qu'il y a une dissonance. Il y en a certains qui partent d'un côté, certains qui partent de l'autre. Si déjà à l'interne, dans une organisation, il n'y a pas une conscience d'une identité partagée, collective, ou un débat, pour avoir conscience qu'il y a une ligne de fracture et qu'il faut vivre avec et faire attention. L'épicentre, la divergence, elle était sur le tarif, quoi, finalement. Ouais, mais du coup. Ils étaient super contents d'aller à l'épicentre était super content de les accueillir, donc c'est juste que le prix, c'était pas possible. Ouais, mais il y a quand même eu au même moment une relation avec Géocycle Park, de certains. Parce que dans le groupe, il y avait une mission, parce qu'il n'y a pas de débat à l'interne sur qui on est, qu'est-ce qu'on fait de notre identité et qui on est pour avancer avec un tel ou un tel, mutualiser, partager des espaces. Parce qu'on cherche souvent des espaces individuellement, et c'est bien de mutualiser. C'est bien le problème de mairie, c'est de ça dont ils se plaignent. Chaque association a besoin de son placard dont il va servir une fois par mois. Non, si on fait le calcul, non, il n'y en a pas assez. Ou ils ne sont pas d'accord pour continuer à faire comme ça. Les espaces, il faut faire un épicentre associatif, quoi. Enfin voilà, on émule le truc, on fait comme eux, et puis c'est tout. On ouvre les espaces et puis on prévoit pour les uns les autres. Ils vont faire la mécanique en bas, ils vont faire l'informatique en haut, et puis on va faire revenir la ligne internet en haut plutôt qu'en bas, et puis en bas ça va être l'air comprimé. Voilà. Donc vous avez de la place. C'est moitié. Moi, je pars à Clermont-Ferrand pour livrer des espaces.
mais par le voie des négociations avec les politiques, en jouant sur leur application, les acquis et l'esprit de partage qui dit voilà, quand je demande pour moi, c'est pour tout le monde. Et du coup, vous avez quoi là? Vous avez un bail précaire avec la ville sur... Sur 300 mètres carrés pour l'instant. On a l'étage qu'il faut remettre en marche. Ils nous ont donné, je sais pas, une centaine de mètres carrés en face pour faire du stockage. Et puis à 1000 mètres carrés d'antification, c'est Scott, je suis désolé, je vais te couper parce que je vous laisserai continuer la discussion. Du coup, l'idée, c'est peut-être, ça fait déjà 2 heures qu'on a commencé. L'idée, ce qui avait été intéressant, au départ, bon, on avait potentiellement envisagé de parler de l'utopie. Ça n'a pas été fait, mais c'est pas du tout un problème. Ça prouve qu'il y a la place pour faire encore bien d'autres conférences, débats sur le thème là. Ce que je vous propose, c'est qu'il nous reste 1 heure avant la fermeture. Il y a pas mal de utopistes qui sont là. Si vous avez des discussions à faire, qu'on les fasse un peu chacun, pas chacun de notre côté, mais voilà, qu'on tourne sur les différentes thématiques. Et puis ça vous permettra en plus de boire un coup. Ouais. Moi, je veux vous dire, l'utopie, c'est ce qui manquait quand j'avais votre âge. Ouais, c'est vrai. Oui, c'est clair. En tout cas, merci d'avoir permis de discuter avec vous. Merci d'avoir été là. J'espère qu'il y en aura d'autres. J'espère que mes collègues feront aussi la démarche de venir vers vous et de proposer des choses, parce qu'il y a d'autres collègues qui ont des choses intéressantes à dire. Et puis peut-être d'autres dans d'autres universités aussi. Hein. Je pense que vous avez tous des profs que vous aimez peut-être bien, vous aimez bien ce qu'ils disent, vous avez envie de débattre avec eux, ou vous les aimez pas du tout, vous avez envie de les cogner, faites-les venir, comme ça vous allez débattre. Mais faites-le, en tout cas c'est cool, c'est chouette, je suis vraiment content de l'avoir fait, merci. Et je reste là, dispo, autour d'une bière, si vous voulez continuer. Il n'y a pas de souci. Merci à toi. Merci.